en octobre 2021 au championnat du monde par équipe. Je pars en saut d'interception, mais je retombe sur le genou et clac, j'entends un peu craquer beaucoup de choses dans mon genou gauche. Donc voilà, donc rupture du ligament croisé, fissure du ménisque, déplacement du ménisque et tout. Et 1 an et 3 mois après, je repars en compétition et je fais l'autre genou en fait à droite, un peu dans les mêmes circonstances. Sur le terrain en tout cas. Et donc ouais, effectivement, moi c'était très brutal. Particulièrement le deuxième, je le vis vraiment comme un traumatisme. Et en fait, pour moi, arrêter sa carrière là-dessus, c'était même pas envisageable. Ça, alors évidemment, il y a un moment où pendant 2 mois, bon, je n'existais plus. Hein. J'étais inerte, complètement vidée de plein de choses. Mais à partir du moment où je me suis dit non, bon, c'est pas possible, je vais pas quand même finir là-dessus et tout. Et en fait, non, c'est ce sentiment d'inachevé qui m'a toujours redrivé depuis la deuxième grave blessure. Et ouais, aussi, je te cache pas ces tentations de dire putain, les émotions qu'on vit et tout quand même. Moi, je suis convaincue d'avoir le niveau et les capacités physiques de pouvoir y retourner. Putain, j'ai encore envie d'en vivre, quoi. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Je suis content parce qu'aujourd'hui enfin j'enregistre avec une charmante personne et ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré avec une femme. Donc Léa Palermo, bienvenue dans le podcast. Comment ça roule pour toi, Léa? Salut Cyril, salut à tous. Ben, ça roule nickel. Franchement, je suis super contente de pouvoir partager ce moment avec toi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger et non, vraiment, vraiment heureuse. J'ai hâte. Mm, mm. Je suis tellement heureux, moi, dans ce podcast, de pouvoir partager l'actualité des sportifs. Et puis, en plus, j'ai le plaisir de vous connaître pour la plupart d'entre vous, des sportifs ou des entrepreneurs, des fois. Hein, c'est vraiment l'ADN de champion de ma vie, c'est de pouvoir partager des parcours de sportifs, mais qui ont des caractères parfois bien trempés, mais surtout l'envie de réussir, d'avoir de belles entreprises, alors que ce soit dans le monde corporate ou dans la vie familiale aussi, d'ailleurs. Donc, avec toi, on va pouvoir explorer quel univers, d'ailleurs, parce que tout le monde ne connaît pas ton univers. Est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui qui tu es, Léa Palermo? J'ai dit comment ça roule pour toi, on pourrait croire que tu es dans l'automobile ou le skate, je sais pas. Non. Non, pas du tout. Moi, je suis badiste professionnelle. Alors, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est des joueurs et joueuses de badminton. J'en fais mon métier depuis quelques années maintenant. Donc, moi, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 31. Je suis sportive du coup de haut niveau ouais, je dirais depuis que j'ai 14 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que j'ai fait le choix de partir du domicile familial pour aller m'entraîner un peu plus, de partir en structure. Voilà, au niveau où on s'entraîne progressivement, de plus en plus, selon le niveau, selon ce qu'on est capable de faire. Et puis ouais, sinon, à côté de ça, je suis une nana très, très naturelle. Tu as pu le voir au cours de la formation. Je mâche pas mes mots. Et puis en même temps, ouais, je prends la vie avec la rigolade toujours. C'est la spontanéité, moi, qui me caractérise le plus, je pense. Et puis, Mm. forcément, ça peut très vite partir en cocktail d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a du positif et du négatif. Des fois, il faut juste savoir l'accepter. Et donc, ouais, c'est ça qui me caractérise, je dirais, le mieux. C'est un peu farfelu et en même temps excentrique, la vie excentrique de Léa, voilà. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Quand tu m'as surpris plus d'une fois en fait, et c'est ça qui est chouette aussi avec toi quand on te rencontre. Oui, bah, le badminton, ok. Comment t'as dit badict? Badiste. Cyril, attention, Badiste. là. Ah non, mais je suis Ouais. nul. Tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu nul pour Ouais. voilà, ce genre de choses. J'ai bien la connaissance du monde sportif, quoique où les gens peuvent se penser. Donc, badiste. Badiste.
Ouais, D'accord. c'est au féminin et au masculin. Pareil. Joueur de badminton est un badiste, ou une joueuse aussi, D'accord. du coup. Ok. Et une badiste avec un caractère bien trempé et surprenant. Voilà, moi je rajoutais le mot surprise, j'ajouterais bien le mot surprise parce que, bien, pour y revenir quand même, c'est vrai que, bon, champion de ma vie, c'est, voilà, les gens le savent, c'est une façon de se former ou de trouver un petit peu son message intérieur et puis voir le révéler autrement que par l'expression sportive. Euh, Moi, tu m'as carrément, quand tu m'as lâché ton talk ou ta conférence, mais j'étais scotché. J'ai bien rigolé en même temps. Donc, je fais un peu de teasing parce que tu ne le diras pas là aujourd'hui. Mais franchement, j'espère qu'un jour tu pourras l'exprimer peut-être pas seulement dans le monde corporate ou dans le monde sportif, mais même dans le monde théâtral, parce que je pense que tu as potentiellement quelque chose à faire sur le One Woman Show. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça, non? Mais en fait, plusieurs fois, je sais pas si tu te souviens, Mm. on a évoqué ce mot-là, one man show. Mhm. Et moi, c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques fois où je me demandais, bah, c'est peut-être un peu border et tout, si je dis ça et tout. Mais au final, c'était moi. Donc, et toi, tu m'as Mm. toujours bien drivé là-dessus en me disant, ah, on s'en fiche. Le plus important, c'est que tu sois toi-même. Et en fait, ouais, j'ai pris énormément de plaisir à construire ce talk. J'ai pris énormément de plaisir à bon, bah, échanger avec toi, avec les membres du groupe. Et puis, à le construire de fil en aiguille. On va en discuter justement. Enfin, je pense. C'est moi ce que je retiens, c'est vraiment d'avoir été moi-même et d'avoir raconté mon histoire en étant moi-même et en changeant pas mes mots en fait. Et c'est ça qui, ouais, qui, je pense, qui marche, je pense. Et ouais, et même si aujourd'hui, je pense que mon tool qui sera certainement modifié, modifiable, ben au final, c'est cool parce que ce sera moi qui sera aux commandes du truc et ce sera toujours, enfin, ça sortira toujours de la même manière. Mm. Mm. Tu, avec du recul, parce que c'était il y a quelques mois, comme tu disais, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas échangé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça pour toi et qu'est-ce que ça, d'ailleurs, dans l'expression de ce qu'incarne, pardon, Léa à 30 ans, qu'est-ce que ça t'a appris et finalement, tiens, je m'écoute parler, je regarde un petit peu, je fais le film de ma vie, si il y avait quelques points clés à retenir, voilà, qu'est-ce que tu nous dirais là comme ça? Bah, je dirais, alors, c'est vrai il y a plusieurs phases. Moi, forcément, je suis venue à champion de ma vie parce que j'ai traversé une période vraiment difficile, Mm. qui est celle de la blessure. Ça peut paraître vraiment hyper simple, bah, venant d'une sportive de haut niveau en carrière, mais c'est la vérité. J'ai, voilà, vraiment vécu, enfin, et ressenti au plus profond de moi-même la dépression suite à deux graves blessures qui m'ont tenu écartée des terrains de badminton pendant plus de 2 ans. Voilà, je suis en train de revenir. Donc, c'est Mm. vraiment, c'est actuel encore, hein, cette actualité là de la blessure. Donc, au final, je dirais que la Léa, il y a 2 ans, bah, avant de se blesser, effectivement, bah, c'était une nana qui était très à cheval sur des principes de travail, d'être très stricte dans l'organisation de sa journée, de sa semaine, qui était satisfaite à la fin de sa journée quand elle avait rempli chaque tâche qu'elle pouvait en fait cocher chaque tâche. Le kiné c'est fait, la prévention c'est fait, les étirements c'est fait, les entraînements c'est fait. Voilà. Mm. J'étais vraiment, je pense, une nana comme ça dans la quantité et j'ai tu vois, j'ai grandi comme ça, je me suis développée comme ça et j'ai progressé aussi, voilà, sur le plan badistique, sur le plan spécifique, du coup, sur les terrains de bad, grâce à ça, hein, grâce à cette niaque et ce côté très carré que j'ai toujours su avoir. Mais là, aujourd'hui, tu vois, et grâce aussi à Champion de ma vie, j'ai pu bah, justement faire une introspection euh, très profonde en me rendant compte bah, des choses qui ont marché et des choses qui étaient plus d'actualité. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, tu es sportif de haut niveau, ok, on est tous un peu identifiés comme étant des machines de guerre, en étant capables, tu vois, de soulever euh, voilà, la charge la plus lourde, le plus vite possible, etc., le Mhm. plus longtemps possible. Mais au final, ouais, moi, je me suis rendu compte que c'était OK d'avoir une période de sa vie comme ça, où on va chercher les limites, on se met dans le rouge. Mais là, c'était plus d'actualité au moment où, effectivement, je me suis blessée.
Donc là, ouais, aujourd'hui, comment je pourrais me décrire? Mhm. Une nana qui se connaît quand même beaucoup mieux, qui est à l'écoute en fait, et qui est, tu vois, je dirais lucide et alerte sur le monde extérieur, sur son monde extérieur, et qui sait en tout cas piocher. Piocher, voilà, à droite, à gauche, je dirais, j'aime pas trop cette expression, mais je dirais de, d'être alerte, ouais, sur le spectre, en fait, que je décide d'allumer sur certaines facettes de ma personnalité, tu vois. Il y a plusieurs facettes qui se mettent en lumière selon certains Hmm. contextes, certaines situations que tu vis. Et ouais, je dirais que c'est agréable d'être un peu plus en contrôle là-dessus, Ouais, j'aime aujourd'hui. bien. Un jour, on m'a dit, tu vois, peut-être ça pourra éclairer aussi les auditeurs, tu vois, sur le fait de préférer être le thermostat plutôt que le thermomètre. Tu sais, avant, donc le sportif, en fait, toujours plus loin, plus haut, plus fort, donc Situs, Altus, Fortus, et qui incarne quand même, qui représente quand même la notion du sport, de l'olympisme et tout, mais on en voit qu'à parfois les limites aussi, si on s'écoute pas, comme tu dis, et on chauffe, on chauffe, on chauffe, donc le thermomètre, en fait, on faut que dans cet univers, environnement, il monte, il monte, il monte, puis à un moment donné, on s'en rend pas compte, quoi. Alors que si on est le thermostat, c'est toi que j'aime bien quand tu dis là, je vais pouvoir mettre aussi dans le spectre. Et pareil comme dans le thermostat, je monte, je descends en fonction de l'environnement. Si l'environnement est chaud, je vais baisser un peu ou inverse, etc. Et pas subir finalement cet entrain, cet enfer, j'allais dire. Non, faut pas exagérer, mais cette direction qui nous amène vers le plus loin, plus haut, plus fort et qu'on subit parfois. Donc, écoute, on va explorer tout ça avec toi. Ça va être chouette parce qu'effectivement, ça parle. Hein, je pense que ça parle à beaucoup de sportifs et puis peut-être même aux gens dans l'entreprise aussi. Hein, des fois, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis ça peut mener à la blessure, parfois, comme tu l'as dit, à la dépression. Donc, on va explorer ça. 16 ans de haut niveau. 16 ans de haut niveau, tu t'en as pris conscience quand tu as regardé un petit peu en arrière en disant, bon sang, pour être poli, déjà 16 ans, waouh. Ouais, déjà 16 ans, et en même temps, c'est passé, c'est passé hyper vite, comme tu dis. Mhm, Je pense que c'est aussi parce que je m'amuse, en fait. Je mhm, m'amuse, c'est le mhm, plaisir que je retiens, c'est les émotions que je suis allée chercher, que je suis allée chercher, que j'ai vécues, tout simplement, et les victoires que je suis allée chercher, celles qui me procurent le plus de bonheur et qui, quand j'en parle, me rendent les mains toujours moites, par exemple. C'est parce que, voilà, ça, c'est unique en fait comme émotion, et mhm, on a la chance en tant que sportif de haut niveau de pouvoir en vivre énormément dans l'espace d'un mois, d'une saison. Enfin, tu vois, on a plein d'opportunités en tout cas de vivre un tout plein d'émotions, et ce qui fait que on voit pas le temps passer. Et ouais, et en fait, il y a plein de phases dans la carrière d'un sportif de haut niveau, et je pense que effectivement. Et c'est rare, je pense, une carrière vraiment où ça reste lisse, où ça reste très, tu vois, linéaire. Je pense que ça n'existe même peut-être pas. mhm. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est ce côté roller coaster qui me caractérise bien, mais qui a fait aussi que aujourd'hui, je me dis, ouais, c'était cool quand même, et c'est toujours cool parce que j'y suis toujours, quoi. Ouais. Ces émotions uniques d'ailleurs. Alors j'ai une question un peu provoque, hein, parce que là t'es peut-être passé par des périodes, des moments où le questionnement de se dire je continue, est-ce que ça vaut vraiment le coup, j'arrête parce qu'il y a peut-être d'autres choses à faire à côté. Mais en même temps, comme tu l'as dit, ces émotions uniques qui nous font vibrer, qu'on a le sentiment de ne vivre que dans le sport, qui est peut-être une réalité hein, aussi d'ailleurs, à toi de voir, tu vas nous dire ton avis par rapport à ça. Mais la question provoque, c'est est-ce que tu continues parce que tu as peur que tout ça s'arrête, ces émotions-là, ou est-ce que tu continues parce que tu penses que tu as encore des victoires à aller chercher, ou d'autres choses d'ailleurs à aller chercher? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ce serait mentir de dire que je fais ça juste parce que j'ai peur, parce que j'ai peur de ne pas avoir l'opportunité de vivre d'autres émotions telles qu'on vit dans le cadre du sport de haut niveau. Ce serait mentir. Je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens où moi, tu vois, je me suis brutalement blessée. Donc pour parler peut-être un peu de ça, en Mhm. octobre 2021, au championnat du monde par équipe, je pars en saut d'interception. En badminton, on a énormément de sauts, de
changement d'appui, de reprise d'appui fort, de changement de direction très fort et tout. Et là, je pars quatre fers en l'air sur le côté latéral et je retombe sur le genou et clac, j'entends un peu craquer beaucoup de choses dans mon genou gauche. Mhm. Donc voilà, donc rupture du ligament croisé, fissure du ménisque, déplacement du ménisque et tout. Et donc ça, voilà, on y passe rapidement, volontairement, parce que pour répondre à ta question, ça a du sens. 1 an et 3 mois après, je repars en compétition et je fais l'autre genou en fait à droite, Mhm. un peu dans les mêmes circonstances. Sur le terrain en tout cas. Et donc ouais, effectivement, moi c'était très brutal. Particulièrement le deuxième, je le vis vraiment comme un traumatisme. Et en fait, pour moi, arrêter sa carrière là-dessus, c'était même pas envisageable. Mhm. Alors, évidemment, il y a un moment où pendant 2 mois, bon, je n'existais plus. Hein. J'étais inerte, complètement vidée de plein de choses. J'étais transparente, quoi. Hein, à ne plus me reconnaître. Hein. Quand vous me voyez là gesticuler, voilà, faire ma grande gueule et tout, là, rien à voir. Hein. J'étais plus pas du tout là-dedans. Donc, ce que j'ai appelé, et je l'ai accepté, la dépression, en fait, c'était vraiment à ce moment-là. Mais à partir du moment où je me suis dit, non, bon, c'est pas possible, je vais pas quand même finir là-dessus et tout. Et en fait, non, c'est ce sentiment d'inachevé qui m'a toujours redrivé depuis la deuxième grave blessure. Et ouais, aussi, je te cache pas, ces sensations de dire, putain, les émotions qu'on vit et tout quand même. Moi, je suis convaincue d'avoir le niveau et les capacités physiques de pouvoir y retourner. Putain, j'ai encore envie d'en vivre, quoi. Mhm. C'est un peu comme une drogue et de se dire que même à 30 balais, on est capable d'aller chercher de belles choses et d'aller, voilà, de se remplir aussi d'émotions uniques parce que pour le coup, moi, je suis persuadée qu'il n'y a que dans le sport qu'on peut vivre des émotions comme celle-ci. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres émotions dans la vie d'après. Mhm. Bien au contraire, ça a une autre saveur, ça a une autre, je sais pas, physionomie. Mais en tout cas, ouais, dans le sport, c'est quand même sacrément fort et puissant et unique, je Hmm. dirais. Hmm. Hmm. Écoute, on va explorer ces phases-là, ces différentes phases, et puis terminer peut-être aussi sur tes réflexions actuelles hein, pour justement la suite, même si la suite pour l'instant c'est encore du sport et tu as encore des ambitions, mais je voudrais savoir aussi comment toi tu vois ton après, est-ce que tu t'y es préparé, est-ce que oui, j'imagine qu'à 30 ans, tu n'as pas fait que jouer au badminton, tu as fait d'autres choses aussi, donc on va voir tout ça, mais tu dis que tu as commencé à 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic à ce moment-là où tu faisais du badminton au collège, comme on en fait souvent, ça a été coup de foot, comment ça s'est passé? Alors moi, en fait, je suis issue de base de la gymnastique. J'ai fait de Mm. mes 4 à mes 8 ans de la gymnastique. Et à 8 ans, tu le sais parce que c'est dans mon talk, on me découvre une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Il se trouve que moi, à cet âge-là, j'étais déjà dans une démarche de compétition. Je faisais déjà des compétitions à l'échelle régionale. Et pour moi, c'est vrai que c'était impensable de continuer sans vraiment de perspective de performance. Même à cet âge-là, c'est vrai. Donc à 8 ans, je décide d'arrêter la gymnastique parce que on m'explique que le corps médical que je rencontre à cet âge-là, suite à quelques examens, me dit, bah Léa, là ton dos, ça va te gêner plus tard. Plus tu vas grimper en niveau en gymnastique, plus tu vas avoir de douleur et moins tu vas pouvoir performer quoi. Donc moi, à Mm. partir du moment où j'ai entendu ça, je me suis dit bon. La gym, ça va être très compliqué physiquement au vu de comment je suis foutue. Et du coup, je me lance dans le bat comme ça, aussi parce que mon papa en fait en loisir. Il me dit, bon, voilà, allez, viens, parce que j'étais triste, hein, à 8 Mhm, ans, mhm. j'étais très triste de devoir quitter la gym, mais c'était un choix que j'avais fait moi. Et qu'est-ce qui fait Euh, quand tu as eu... Là, tu dis ça avec du recul, mais à 8 ans, je regarde les enfants de 8 ans, tu parles de performance, de compétition, etc. Est-ce que c'est cet univers de la gym qui t'a inculqué ça ou est-ce que tu as vraiment, toi, dans ton tempérament, cette notion de compétition contre toi-même, contre des autres comment ça se passe à 8 ans, de ce que tu t'en souviens en tout cas? ouais, c'est vrai que là, c'est surtout mes parents qui me racontent. Hein, tu vois, Hmm, quand hmm, je te hmm, dis ça, c'est mes parents hmm, qui m'ont beaucoup raconté. hmm, Euh, En fait, je pense que j'ai toujours eu en moi ce truc de la compétition, quoi. hmm, J'ai toujours, parce que
voilà, à 5 ans, 5 6 ans, j'étais sur des poutres en compétition. Tu vois, tu te dis, bon, 5 ans, c'est jeune et tout, avec du Mhm. recul. Mais moi, je me dis, franchement, moi, demain, ma gamine, 5 ans en compétition, enfin, tu sais, tu me dis, c'est tôt, quoi, quand Calmons-nous, même. laissez-la tranquille. Mais ouais, et pour autant, je me dis que si j'y étais, c'est Mhm, que c'était mhm, ma volonté. Je veux dire, c'est pas mes mhm, parents. Mes parents m'ont jamais mhm. forcé à quoi que ce soit. Et ils m'ont Ouais. jamais, même encore aujourd'hui, ils m'ont toujours, et j'ai eu énormément de chance, hein, mes parents m'ont magnifiquement accompagnée. J'aurais pas pu rêver mieux. Voilà, ils m'ont conseillé, voilà, en tant que papa et en tant que maman, pour pas que je prenne de risques à la fois pour ma santé et que je continue toujours mes études, tu vois, qu'il y a un cadre quand même sain Mhm. et que je grandisse bien, entre guillemets. Mais par contre, ouais, j'ai toujours eu ce truc de compète, quoi. C'est pas mes parents qui m'y ont mis. Et la gym, ouais, alors là, je te parle de performance parce que c'est mes mots d'aujourd'hui. Mhm, Mais mhm. Bien ouais, sûr. Ouais. à 6 7 ans, c'est sûr que je parlais de compétition, c'est sûr que je parlais de gagner, c'est sûr que je parlais de médailles ou de podium. Enfin, euh, même si je m'en souviens pas, je suis sûre parce que vu ce que Mhm. je suis aujourd'hui encore, enfin, enfin, c'est certain, quoi, que j'avais déjà cet état d'esprit tourné gagne, quoi. Ouais. Et parce que c'est en toi, mais aussi tu avais peut-être, je sais pas, cette période-là, ou même après, à l'adolescence, tu avais un peu je sais pas, dans ta chambre, des posters de compète. Alors, des posters, tu me diras, moi, c'était ma génération posters, on était au papier. Peut-être que toi, quand tu étais plus jeune, on était plus sur les écrans. Si, si. Non, Ouais, pas du tout. J'avais des c'est vrai? posters mais de Laurie, donc rien à voir avec le sport, hein. Mais, D'accord. mais j'avais des posters, plein de posters. Non, non, si. Ouais. Le bad, en fait, c'est grâce à mon Ah, papa, en fait, que je m'y suis ouais. mis. Mm. Mais j'ai toujours kiffé le sport et j'ai aussi, alors bah, du coup, c'est un don de mes parents. J'ai toujours été très à l'aise avec tous les sports, en fait. Avec mon frère, on tapait dans la balle, on faisait du volley, on prenait la raquette de bad aussi, même avant, tu vois, avant de me mettre au bad, Mm. en tennis de table, enfin tennis, vraiment, tous les deux, on est assez doués là-dessus et on était déjà capable de s'amuser tous les deux Mm. dehors avec Mm. n'importe quoi, tout le sport confondu, quoi. Et du coup, bah là, oui. J'ai eu de la chance là-dessus et pour le coup, le bad, c'était venu parce que mon papa en faisait et aussi parce que j'étais triste d'avoir arrêté la gym et qu'il voulait me consoler. Et donc, du coup, il m'a amené dans son club et c'est parti de là, quoi, à 8 ans. Mhm. Ouais. Tout de suite, bon, le loisir, le plaisir, mais là, pareil, très vite, les compétitions, les tournois. Ah bah si, moi j'ai fait 6 mois de loisirs, hein. De toute façon, Pas mal. 6 mois ouais, j'ai fait 6 mois de loisirs et tu vois, j'étais avec un entraîneur qui me regardait, qui me disait non mais elle a rien à foutre en loisirs, enfin faut Mm. la mettre dans le groupe des compétiteurs parce que voilà, il voyait qu'il y avait en moi quelque chose et ça c'est vrai que je m'en souviens pas énormément mais on me le dit, quoi. On me le dit que j'étais douée techniquement et qu'il voyait dans mes yeux qu'il y avait quelque chose, voilà, pour la compétition et c'est venu tout naturellement. En fait, ouais, le badge, j'ai tout de suite kiffé. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait moins cet aspect rigueur aussi de la gym, hein. On n'en Mm. a pas trop Mhm. parlé, mais, Mhm. euh, mais la gym, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bridée sur plein de trucs, sur ma personnalité, sur mon côté qui a besoin qui a besoin de s'exprimer, d'être créatif, tu vois. Parce qu'il y a aussi cette partie de moi qui existe, je pense qu'il a toujours existé, et la gym, ça m'a énormément bridée, je pense. Ça m'a mis dans une case où je m'y plaisais, parce qu'au final, j'avais envie d'y retourner. Je veux dire, ma maman me disait, non, mais t'avais envie qu'on t'emmène à la gym, quoi. Donc, je devais apprécier ça, mais au final, là, avec du recul, je me rends compte que, putain, on nous faisait faire quand même des trucs, c'était, c'était quand Mhm. même dur pour des gamins et des gamines de 6 7 ans, quoi. Donc, le bad, en fait, ça m'a permis, je pense, de me libérer et de me dire, putain, pratiquer un sport sans être tu vois, dans une case, faire la perfection aussi, parce que c'est cette notion de perfection, la gym, un peu. Mhm. Et Ouais. bah, c'est ça qui m'a fait direct accrocher, je pense. Ouais, très strict. Pour autant, dans le bad, bon, t'as des règles du jeu, mais sur ce terrain de sport-là, tu te sens plus créative, plus libre, et tu peux plus t'exprimer, quoi.
Ouais, complètement. Bah, c'est toi avec ta raquette et t'as un adversaire en face et puis t'en fais ce que t'en veux, quoi. Tu t'exprimes, ouais, comme tu le sens avec ta technique de l'époque. Mhm. Euh, alors c'est un petit peu, c'est parti, non? C'est revenu. Oh, t'inquiète, on t'a C'est pas tout perdu. bon. Parfait. Oui, donc ouais, c'était une formidable opportunité pour moi de prendre ma raquette et de juste laisser parler en fait Mhm. ma technique qui était T'as- innée finalement. la question un peu tarte à la crème, mais c'est tu te sens plus à l'aise, toi, dans ton tempérament, à combattre l'autre parce que la gym, c'est un peu c'est soi contre soi. Et là, sur le bad, il y a un adversaire en face. Ou non, t'as pas du tout cette perception-là de challenger, de se Je pense challenger que soi-même ou challenger l'autre, pardon. Je pense que je suis plus quand même quelqu'un de centré sur soi. Je pense que la gym a joué un rôle énorme là-dessus, dans le sens où j'ai été obligée d'être centrée sur moi pendant 4 années de ma vie et très jeune. Donc, tu vois, enfin, c'est pas des conneries. Je pense, tu vois, dans l'enfance, quand il t'arrive des choses ou quand tu es confronté parfois à des situations pas confortables, bah, en fait, ça reste dans le temps, quoi. Mhm. Et je pense que j'ai toujours été fondamentalement centrée sur moi, à vouloir montrer le meilleur de moi-même. Je dirais ça, je dirais montrer le meilleur de moi-même aux autres, parce que je pense que le regard des autres a toujours eu une importance particulière. Euh, Peut-être à cause ou grâce à la gym, parce que bah voilà, la gym c'est un sport où il y a des juges, où il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique. Et ça, moi, l'esthétisme, ça a toujours eu une importance particulière chez moi. Euh, donc ouais, voilà. Hmm. Donc un mélange d'expression corporelle et puis aussi de se battre contre l'autre et dans le badminton. Donc tu dis ça prend assez vite. D'ailleurs, tu étais dans quelle région, quel club? Est-ce que tu avais le bon endroit pour pouvoir justement te challenger et avoir un bon accompagnement? Ben, en badminton, ouais, moi, je suis originaire de la région de Grenoble. Enfin, je suis grenobloise, donc région Rhône-Alpes. Donc, c'est une région qui est très sportive. Forcément, il y a beaucoup d'accompagnement, que ce soit au niveau du département et de la région. Bon, après, quand tu es dans une dimension de haut niveau, hein, bien sûr. Mais ouais, le bad, j'étais au GUC, donc Grenoble Université Club. Et il y avait déjà, oui, effectivement, quelques groupes de compétiteurs, des jeunes, des moins jeunes. Et effectivement, j'avais toujours comment on dit, ouais, dans mon angle mort, des gens plus forts que moi. Mhm. Et très vite, en fait, j'ai voulu me confronter à eux parce que je m'en sentais capable. Donc ouais, cet environnement-là, il m'a aidé parce que si j'avais été, je sais pas, dans un groupe moins fort que moi ou je sais pas, ou du même niveau, peut-être que j'aurais pas réussi à m'exprimer et à Mhm. progresser, tu vois, aussi vite que ça a été le cas. Parce que finalement, tu vois, j'ai commencé le bad à 8 ans et puis à 14 ans déjà, j'étais plus chez moi parce que mon niveau permettait, tu vois, de m'entraîner plus et dans une structure au niveau. Donc ouais, certainement que Grenoble et la région Rhône-Alpes m'a permis de progresser rapidement et Mhm. On ouais, de bien fait pouvoir m'exprimer. en général Grenoble ski de fond, enfin tous les sports de Et montagne. ouais, bien sûr, les sports ouais, d'hiver, ouais, Pas là, exactement. pas la Léa. Léa, non. Bah, non, pas l'aléa, mais l'aléa en février, si, elle se fait sur les skis quand même, faut pas Quand déconner. même, avec d'accord. Bon, les genoux, c'était pas en ski, c'est bel et bien, bien le badminton qui a eu raison de tes genoux alors. Ouais, c'est clair. Bon, bah, après la carrière, par contre, j'y retourne au ski, mais là, faut que je fasse gaffe. Ok. À 14 ans, c'est quoi les indicateurs ou les détections? Qu'est-ce qui fait que, il y a des résultats au niveau national et après, ça y est, hop, on va rentrer, on va la préparer pour la suite. Comment ça se passe? Tu peux me raconter un peu dans ce sport qui, aux yeux des peut-être 90% des gens, regarde le badminton. Je crois que c'est toi qui m'avais fait un peu cette anecdote. Moi, ça m'avait surpris, mais je reprends du coup ton joke. Le badminton, c'est le volley sur la plage, là, enfin le truc sur la plage, et puis voilà. Non, c'est un sport, quoi. C'est un vrai sport. Attention, je peux vite m'énerver à ce sujet. Non, ouais, en fait, c'est un sport effectivement qui est aujourd'hui, je pense, qui est reconnu.
surtout enfin, dans le cadre universitaire, dans le cadre scolaire, effectivement. Mais c'est pas encore reconnu véritablement comme un sport professionnel. Mon plus grand regret, parce que effectivement, Mhm. c'est un vrai sport professionnel. Moi, j'en vis. Aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, effectivement, hein. C'est essentiellement ceux qui sont en équipe de France, les joueurs et joueuses qui sont en équipe de France, qui réussissent à en vivre, et encore pas tous. Euh, donc, oui, je peux comprendre quand effectivement on m'explique que le badminton, bah, on le découvre, alors pas sur la plage, je pense, de moins en moins en tout cas, mais qu'on le découvre dans le cadre de l'école, ou des Mhm. universités, et c'est OK, c'est OK. Mais Et c'est un sport olympique depuis longtemps bien sûr, d'ailleurs. Mm. depuis Et c'est 1992, effectivement. Ouais, tout à Ah, fait. je pensais même que c'était Depuis plus vieux, 1900. d'accord. Hmm. Ah, Donc tu ça n'as pas se... écouté mon talk, hein, parce que je le dis dans mon talk, Ah, Cyril. je vais me faire engueuler. Je le sens. Ça va pas être la seule fois de notre conversation. Je crois que je vais m'en prendre une. Non, non, 1992, ouais. Ah ouais, Ok, c'est olympique depuis 92. Barcelone, c'est ça? Barcelone, tout à fait. Mhm, mhm. Donc là, t'étais pas encore là, hein. Donc toi, c'est devenu Non, C'était quoi ta finalité? C'était de progressif. Tu as commencé avec régional, enfin départemental, régional, national. Après les oui. compétitions internationales. Mais tu t'étais dit à un moment donné, ouais, championne olympique, championne du monde, ça me fait rêver, trop envie, ou non? C'est comment ça s'est fait pour toi cette envie de se dépasser? En fait, moi, je fais pas partie tu vois, des gamins et des gamines qui ont rêvé d'être championne olympique. Enfin, Mhm. vraiment, euh, moi, je pense que j'ai toujours été drivée, par contre, par la gagne. J'ai Mhm. toujours eu mes horreurs de perdre, vraiment, à fracasser mes raquettes par terre, contre les murs. Enfin, franchement, je faisais honte à mes parents, hein. Enfin, c'est vraiment. Mais tu vois, vraiment, à en être stressée de perdre. Et donc, du coup, j'ai toujours euh, fait en sorte de gagner. Voilà, j'ai toujours fait en sorte, donc mis les moyens en place, à la fois à l'entraînement et à la fois dans mon mindset, bah, des solutions pour pouvoir gagner, en fait, parce que pour moi, perdre, c'était même pas une éventualité, tellement ça me mettait dans des états Mhm. catastrophiques, quoi, tu vois, émotionnellement. Et donc, du coup, ouais, j'ai été toujours drivée par ça, donc à l'échelle, bah, au départ départementale, à l'échelle régionale, et puis plus après tu grimpes en niveau, plus tu gagnes des matchs, bah, évidemment que tu as envie d'aller plus haut, de te tester à un niveau plus élevé, et donc du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi. C'est ce qui m'est arrivé au niveau régional, je perdais pas beaucoup de matchs, et c'est à ce moment-là, donc à 14 ans aussi, qu'on m'a détecté. Et c'est un peu, tu sais, de manière classique. Mhm. C'est les entraîneurs nationaux qui viennent sur les compétitions jeunes et qui viennent faire de la détection. Et moi, c'est vrai qu'on me remarquait, quoi, parce que, Mhm. parce que bah, au-delà, je pense, en toute humilité, de l'aisance que j'avais déjà technique à cet âge-là, c'est vrai que c'était rare. Euh, Techniquement, ce que j'arrivais à montrer déjà à cet âge-là. Et en plus, bah, on m'entendait, quoi, parce que je gueulais, je gueulais quand je gagnais des points. Et puis, on voyait des raquettes voler quand je perdais, quoi. Donc, on me voyait, quoi, on me remarquait, ça, c'est sûr. Donc voilà. C'était un investissement pour tes parents à l'époque, les raquettes. Ah, on m'en parle pas. Non, mais je me faisais engueuler et tout, hein. Et c'est là où je me dis, putain, mes parents, ils ont été c'est des super-héros, quoi, parce que ils m'ont. Ouais, ils m'ont. Alors, j'ai pris des raclées, quoi, parce qu'ils m'ont dit, putain, Léa, putain, on paye tes raquettes, quoi. Arrête tes conneries. Mais j'ai pas le souvenir qui m'ait si Mhm. défoncé que ça, tu vois. Enfin, je pense qu'ils voyaient que c'était aussi une passion pour moi, que j'avais profondément envie de réussir, et que c'était ce côté. Ouais, très exigeante déjà, je pense très jeune, et Mhm. d'aller vers la perfection, d'aller vers ce truc où l'éventualité de perdre était, bah, ça n'existait pas, et bon, je sais pas le souvenir qui m'est vraiment mis des raclés de ouf. Euh, mais, euh, mais C'était ouais, toi, je crois qu'ils c'était un voyaient coup que pour mes pas. les raclés que Oui. tu te mettais à toi, étaient plus fortes, j'imagine, que ce qu'ils auraient pu te donner eux, de toute façon. Ouais, c'était suffisant parce que voilà, moi je pleurais beaucoup. Enfin, Mhm. Mhm. dès que je perdais, c'était un peu la fin du monde, quoi. Mais en même temps, ça m'a forgé, quoi. Là, avec
avec le temps, je me dis que c'est bien d'avoir été comme ça. C'est Ouais. bien parce que voilà, c'est aussi la vie, quoi. Les émotions, c'est la vie. Je veux Mhm. dire, si on était toutes et tous comme ça, 'fin, c'est nul, quoi, la vie. On se fait chier, quoi. Donc voilà, c'est cool. Alors, on n'est pas du tout dans le même sport, mais je t'inviterai à te connecter avec une athlète dans le monde du trail qui est très connue, parce qu'elle est très, elle parle bien d'elle sur les réseaux. C'est Sissi Cusso, Sylvaine Cusso, je sais pas si ça te parle. Écoute, non, ça me dit rien. Eh ben, je t'invite à te connecter avec elle comme ça, juste par curiosité, parce que bon, je l'ai podcasté aussi, et en fait, quand elle raconte son parcours, bah, il y a beaucoup de choses qui résonnent par rapport à ce que tu exprimes, notamment les émotions, l'envie de se dépasser, la gagne, etc. Et puis aussi le fait que la vie, c'est pas juste un truc plat, c'est voilà, c'est des hauts, c'est des bas, et les émotions en même temps, comme tu dis, c'est la vie. Voilà, je te glisse ça juste en passant, mais si d'ailleurs ça t'intéresse, je te connecte avec elle, et ça sera très, enfin, ça lui plaît. Elle répond aussi facilement en plus aux sollicitations. Voilà, petit Ok. dédicace en passant à Sissi que toutes les personnes aiment beaucoup dans le monde du trail. Euh, les émotions, c'est la vie. Mais comment tu as appris à gérer à cet âge-là puis après, on va aller sur la suite de tes 14 ans. Mais comment toi personnellement, si, tiens, si demain tu vois une jeune de 14 ans qui est en train de se foutre, allez, excuse-moi du terme, mais de se foutre en l'air, attention, hein, sur le terrain, hein, Ouais. et de s'agacer, de gaspiller son énergie, pour le coup, toi tu vois ça avec du recul, qu'est-ce que tu lui donnerais peut-être comme, alors pas de conseil, mais qu'est-ce que tu ferais, quelle attitude tu aurais envers cette personne, enfin cette jeune? Franchement, Cyril, c'est super dur comme question parce que Excuse-moi. non, mais en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, Mhm. j'ai toujours été, enfin, tu vois, la frustration, ça a toujours été une source de stress pour moi. Mhm. Euh, Aujourd'hui, beaucoup moins parce que, évidemment, j'ai grandi et que je me suis, tu vois, j'ai un parcours qui fait qu'aujourd'hui, je porte un regard autre sur ça. Mhm. Mais en fait, j'aurais envie de lui dire, mais continue. Enfin, franchement, une gamine qui, je vois, qui pète des câbles, limite, je vais la voir, je souris, je lui dis, mais c'est bien, tu vois. Enfin, c'est bien, continue, extériorise. En fait, si tu as besoin d'exploser une raquette, si tu as besoin tu vois, alors dans la limite du raisonnable, parce qu'après, il Mhm. faut pas manquer de respect non plus à l'adversaire, faut pas manquer de respect aux arbitres. Voilà, il y a, voilà, le respect, c'est très important. Le code de conduite sur un terrain de batte, voilà, il y a pas, il y a pas, il y a des limites à pas dépasser. Mais j'aurais envie de lui dire, explore-toi, quoi. Explore-toi dans cet énervement, même si, tu vois, ça parle pas, t'as 14 ans, de s'explorer dans l'énervement. Mais j'aurais pas envie de Mhm. lui donner les outils que j'ai trouvés aujourd'hui, parce que les outils que j'ai trouvés aujourd'hui, c'est actuel, ça date d'il y a peut-être, je sais pas, 3 4 ans maximum. Mais quand j'avais 14 ans, mais je luttais contre moi-même, quoi. Mais en même Mhm. temps, je pense que, tu vois, ça aurait pas été adapté. Bon, déjà, les outils, si je lui les donne, ça va même pas lui parler, elle va rien comprendre. Et ce sera pas, voilà, par rapport tu vois, ou alors, voilà, faut trouver le mot qui résonne en elle. Mais moi, j'aurais envie de lui dire, continue, quoi. Continue de Mhm. t'énerver, continue, enfin, sois toi-même, parce que c'est elle-même, en fait. Elle s'exprime, tu vois. Elle s'exprime et ok, bah, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais elle va apprendre, tu vois, de ça, à s'explorer là-dedans, et à trouver ses propres outils qui lui conviennent à elle, quoi. Ces frustrations, ces énervements, c'était ton énergie, quoi. C'est ce qui t'a permis pour le coup, d'aller encore plus loin et d'aller chercher de nouvelles ressources et te dépasser encore, quoi. Bah ouais, parce que je me dis que si en fait on avait trouvé parce que bon, à 14 ans, c'est difficile de trouver Mhm. son truc tout seul quand même. Enfin, si on m'avait donné un outil, qu'on m'avait imposé cet outil, et déjà, moi, quand on m'impose un truc, si je le valide pas, c'est compliqué, tu vois. Enfin, en tout cas, si il m'inspire pas, parce que c'est ok tu vois, qu'il y ait une directive et qu'on la suive. Ça, moi, je suis très bon soldat là-dessus. Mhm. Mais si ça m'inspire pas, c'est complexe. Donc à 14 ans, ouais, tu vois, moi, si on m'avait donné cet outil, on m'a dit, voilà, ça, c'est ça, machin, bah, tu sais, tu te sens inhibé, quoi. Tu te sens pas vraiment toi-même. Et puis, du coup, après, ça se ressent forcément sur ton jeu, ça se ressent sur
ouais, comment tu te déplaces, les choix que tu fais tactiques sur le terrain, si on parle d'un match, quoi. Hmm. Et du coup, bah non, moi, faut être naturel, quoi. Même à cet âge-là, faut laisser sortir ce qui sort naturellement. Tu vois, l'enfant, l'émotion de l'enfant. Enfin, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, quoi, la spontanéité, j'ai pas le mot, mais l'innocence. Enfin, si, l'innocence. Hmm. Tu vois, Hmm. faut qu'on soit tous des gosses, quoi, qu'on revienne aux choses très simples, quoi, aux émotions très simples. Ouais. Voilà, sans On peut. sans vouloir les éradiquer. Non, on peut faire le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport à une autre discipline qui était celle de la gym par rapport au badminton. Donc, c'est OK tout ce que tu dis, hein, il n'y a pas de jugement. Donc, en tout cas, ça peut résonner dans l'esprit de certaines personnes par rapport à leur pratique, mais aussi la pratique de leurs propres enfants. Parce que la tentation, des Ouais, fois, est grande quand on est parent ou entraîneur aussi de dire, mais fais pas comme ça, fais comme ça. Et comme tu nous l'enseignes finalement, laisser s'exprimer l'énergie sur le terrain d'un jeune pour que de lui-même il puisse se corriger, quand même, ça prend peut-être du temps mais l'aider à être lui-même, quoi, ou à être elle-même, pour le coup. 14 ans, ça se passe comment? C'est sport-études après? Tu essaies des filières spéciales dans lesquelles tu vas te développer? ouais, ouais, à 14 ans, je suis partie au Crêpes de Voiron, pour ceux qui connaissent. Mhm, C'est à une petite heure de Grenoble, à peu près. Et c'était un Crêpes à l'époque, ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, c'est un centre, je ne sais plus. mhm. Mais c'était des Crêpes à l'époque. Et ouais, en fait, on fait. Donc, c'est un internat, évidemment. Donc, c'est là où tu quittes le domicile familial pour aller vraiment vivre ailleurs, quoi. Donc, c'était un gros truc quand même, hein, à Ah 14 ouais, ans. ouais. Mhm, Et en fait, ouais, après, tout est organisé en fonction pour que tu puisses aller en cours le matin. Donc, moi, je suis rentrée en troisième. Ouais, en mhm, troisième, je suis rentrée. Euh, donc, j'ai passé, ouais, voilà, tu vois, tu prépares le brevet et puis tu vas à l'école jusqu'à 16h, 15-16h, et puis après, c'est entraînement. Voilà. mhm. Donc, c'est une semaine assez classique avec beaucoup d'entraînement et il y avait des 2 matinées dédiées à la préparation physique. Et puis, voilà, tout est organisé avec le lycée, enfin, avec du coup le collège pour que les athlètes puissent mener de front les deux, Mhm. quoi. Collège, lycée, études supérieures, etc. À quel moment aussi comment tu arrives alors sans parler de façon chronologique, mais comment tu arrives à régler toi, mettre le curseur entre d'un côté le sport et de l'autre les études, et finalement aujourd'hui avec du recul, bon, tiens d'ailleurs, on va aller très vite dans la chronologie. T'obtiens quel diplôme à la fin? À la fin, j'ai un master 2 en management, donc en école de commerce. À quel âge à peu près? Ah bah là, alors en 2018, donc j'avais 25 ans, 25, D'accord. 26, ouais. Ok, donc tu mènes un double projet, sport et en même temps études, parce que c'est bac plus combien? Bac plus 5, du Plus coup. 5. Bac plus Ok. 5, ouais. Mm, Ouais, je mène les deux parce que, en fait, là, avec le recul, bon, pas te mentir, Cyril, je le fais quand même un peu pour mes parents, mm, je pense. Euh, parce que je pense qu'ils ont toujours. Alors, ils n'ont jamais été chiants, mes parents, hein, vraiment. Mais il y a toujours eu ce truc, oui, Léa, bon, les études et tout, on fait attention quand même. Ils m'ont mm, jamais, tu vois, c'est là où je dis qu'ils ont été géniaux, c'est que ils m'ont jamais dit études, machin, avec le bâton mm, et tout. Et mais ils m'ont toujours quand même, il y a toujours eu un point de vigilance. Donc je pense qu'avec du recul, tu vois, mais je suis très fière d'avoir validé ce master in fine, hein. Mais je pense qu'avec du recul, ouais, je l'ai fait aussi pour mes parents. Parce qu'ils m'ont tellement apporté, ils m'ont tellement accompagné, soutenu pour le sport mm. que voilà, je l'ai fait pour eux aussi parce que voilà, alors je l'ai fait pour moi, bien sûr, parce que je savais que ça allait bien sûr m'apporter professionnellement en parlant, mais ouais, je suis allée au bout à la fin, j'en chiais, hein. Franchement, les deux, Mm. c'était dur, mais je suis allée au bout pour mes parents, vraiment, parce que c'était eux qui payaient l'école. D'accord. Et a posteriori, ça valait le coup?
Grave, ouais, ouais. Alors, je regrette pas parce que je Mm. sais que une petite ligne dans le CV qui fait quand même malgré tout la différence en France aujourd'hui. Le fait d'être allé pousser le plus loin possible en tant que sportif de haut niveau, ça a donc énormément de valeur aux yeux des recruteurs. Bah oui, Mm. parce que bah, c'est dire que bah, on s'est pas ménagé pendant ces années-là et qu'on a su surtout s'organiser, tu vois, en Mm. tant qu'athlète, parce que bah, s'entraîner 2 fois par jour et mener, tu vois, un master en management à côté, bah, faut s'organiser, quoi. C'est physiquement et cognitivement très lourd, tu vois. Mm. Mm. Et donc, si on reprend maintenant un peu le côté un peu progressif de part et d'autre entre le sport et les compétitions internationales pour le coup, et puis à côté les études, quelle a été, petite question qui me vient à l'esprit, quelle a été pour toi l'année la plus dure à gérer sur ces deux aspects, bah, avec des grosses compétitions, tu vois, et puis à côté, bah, peut-être la deuxième année ou la troisième année, ou je ne sais pas quelle année d'ailleurs, post-bac ou avant-bac, hein, d'ailleurs, parce que ça ne veut pas dire que le lycée est simple pour autant, hein, dans ce contexte-là où toi, tu es dans la haute performance. T'as une année tendue? Bah, franchement, la dernière année de master, elle m'a dégommé, hein, parce qu'en fait, enfin, tu pars en compétition. Une fois, j'ai fait un partiel en compète quand même. J'ai fait un partiel la veille d'une compète à distance. C'était mon coach qui me surveillait. Alors ça, j'espère que les équipes de GEM ne verront pas ce podcast parce que il faisait sa sieste à côté. Mon coach, vraiment, il était comme ça. Je faisais mon partiel, je pouvais faire ce que je voulais. Mais pour te dire à quel point, en fait, c'était, je trouvais parfois intrusif, tellement, en fait, d'être au four au moulin. Ouais, en fait, je dirais vraiment que l'école, parfois, ça a été intrusif dans la performance, quoi. Mhm. Parce que, bah, au tel point de faire la veille d'un tournoi, bah, de cognitivement se brancher sur du marketing événementiel et après, le lendemain, d'aller péter tes meilleurs matchs, voilà, pour monter au classement. Enfin, ça, vraiment, avec du recul, euh, tu vois, je le referai pas. Franchement, je le referai pas. C'est physiquement hyper éprouvant, quoi. Ouais. Donc C'était, ouais, la dernière année de master. Pour répondre à ta question, ouais, ouais, bien dernière sûr. année Et de master. côté sport, c'était parce que là, sur cette année-là, pour nous raconter un petit peu tes compétitions, c'était à quel niveau? Tiens, on parle de performance, mais quel a été ton niveau de performance à cette année-là? Et puis peut-être après, tu peux redire avant et après, mais pour te situer un petit peu dans les classements d'ailleurs, comment ça se passe les classements de badminton? Est-ce que c'est comme le tennis et tout pour nous raconter un petit peu ça? Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est comme le tennis, effectivement, Mhm. t'as un circuit international sur lequel bah, tu t'illustres et tu fais tes meilleures performances. Et puis, bah, tu as des grades de tournois. Mhm. Donc, nous, on appelle ça les super, super 100, super 300, 500, 750 et 1000. Un 1000 qui est un équivalent d'un Wimbledon, d'un Roland-Garros, tu vois, si on peut faire une comparaison par rapport au tennis. Mhm. Euh, et du coup, bah, en fonction de tes performances, bah, évidemment, tu as un classement mondial. Moi, mon meilleur classement mondial, ça a été d'être 19e en double dame. Donc, moi, je suis spécialiste du double, ça, on l'a pas précisé. Mhm. Mhm. À partir d'un certain âge, on se spécialise entre le simple et le double en badminton parce que c'est vraiment deux disciplines, j'aime bien dire que c'est deux disciplines différentes. Mhm. Euh, voilà, sur le plan tactique, technique, physique et tout. Donc, moi, en double, j'évolue au 19e rang mondial au meilleur de ma forme, c'est-à-dire sur l'année 2019-2020, en amont des Jeux Olympiques de Tokyo. Et du coup, donc cette année-là difficile, c'est en 2018, Mhm. mais j'arrive à performer tout de même. J'arrive à aller chercher enfin, des victoires en compétition à un très bon niveau européen, tu vois. Et ce qui fait que je me classe à peu près, je pense, aux alentours de la 40e place mondiale avec ma partenaire. Donc en fait, ouais, je charbonne. Après, je suis jeune, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Enfin, je suis jeune, comme si j'étais vieille aujourd'hui. Mais tu vois, tu ressens moins ce truc de Tain, je suis explosée, il faut que je prenne du temps pour moi et tout. Non, en fait, t'es dans un rythme aussi où t'es drivé par ce que t'as à faire et t'as pas le choix, en fait. Mhm. C'est comme ça, t'es dans le truc, quoi. Ouais, je suis dans le truc et je regarde pas trop autour de moi quand même, quoi. Avec du recul, Mhm. tu t'es un peu tête bien dans le guidon et tu fais de ton mieux, quoi.
Ouais. J'avais eu un bel échange, enfin, je me rappelle d'un beau podcast, ça va te parler parce qu'il a fait aussi GEM, donc GEM pour la cité, hein, l'école de Grenoble, et Ouais. c'est Étienne Hubert, hein, qui me racontait dans le monde du kayak, justement, où lui, il fait Charbonne, et puis, ouais, ouais, essayait d'être un petit peu au top dans euh, tous les secteurs, scolaires, et puis après professionnels, et en même temps sportifs, donc une double carrière, mais en même temps, on sent que c'est compliqué quand tu lui dis ça, mais est-ce que finalement, c'est comme un peu tu le disais tout à l'heure, la frustration c'est une source d'énergie. Est-ce que là aussi, tout ce bouillon et cette effervescence, est-ce que ça contribue pas aussi à ta façon de te plaire, trouver l'équilibre finalement dans ce que tu fais, ta façon de te réaliser. Donc je te pose la question parce qu'Étienne, oui, et il avait une méthode d'ailleurs, enfin, dans le podcast, il explique, hein, comment justement il faisait pour décompresser à un moment donné, quand il est dans la victoire ou quand il est dans l'échec, comment il fait pour se réoxygéner, se retrouver. Toi, justement, comment tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu as le sentiment d'être à la bonne place, au bon endroit, même si c'est dur? Et quand c'est trop dur, c'était quoi un petit peu tes ressources à toi? Bah, en fait, à ce moment-là, je pense que je me connaissais pas encore vraiment bien. Mhm. C'est pas l'aléa d'aujourd'hui qui parle, tu vois. Et à l'époque, bah ouais, j'avais quoi, 23, 24 ans, 25 max. Et en fait, pour moi, c'était un rythme que j'avais pris et c'était juste normal et Mhm. fallait juste que j'y arrive, en fait. Et quand il y avait des moments moins bien, en fait, moi, c'est vraiment ma famille, quoi. C'est d'aller redescendre à Grenoble, de prendre ce temps-là pour, même si je bossais, tu vois, bah, au moins je bossais à Grenoble, quoi. Si j'avais des trucs à rendre, des trucs à rendre sur la semaine qui suivait, bah, au moins je le faisais. J'étais à la maison, j'avais mes parents, ma maman qui me faisait un petit thé à la menthe. Elle était dans le coin et puis c'était un environnement sain et dans lequel je me sentais en sécurité. Et moi, ça a vraiment été toujours ça, je pense, au-delà de, tu vois, trouver des moyens, des outils pour vraiment décompresser. Moi, c'était vraiment de rentrer chez moi, je Mhm. pense, Ouais. entouré de ma famille. Tu avais les études aussi, bon, à Grenoble, j'aime. Ton pôle d'entraînement, ça a été Voiron quand tu étais au Krebs, mais après ça a changé, tu es parti ailleurs. Ouais, de mes 14 à mes 16 ans, du coup, j'étais Mhm. sur Voiron. Ouais. Après, donc ça, c'était un pôle espoir. Après, je suis vite allée en pôle. Mes résultats sportifs, évidemment, m'ont permis d'intégrer le pôle France Jeune, cette fois-ci à Strasbourg, où j'y suis restée 4 ans, où j'ai notamment remporté ma première médaille européenne chez les Piou-Piou, chez les plus jeunes et en cadette. Et du coup, et après, voilà, c'est un petit peu la trajectoire classique. Pôle France Jeune, on aspire après à rentrer à l'INSEP euh, dans le pôle France senior, du coup, à Paris. Et donc, du coup, moi, à ce moment-là, j'étais à l'INSEP à Paris et tout intégralement à distance avec Grenoble. Donc, on allait, Mhm. si tu veux, une fois dans l'année faire les partiels en juin. On se retrouvait avec les équipes le corps professoral qu'on voit jamais, enfin qu'on voit qu'en visio, et les sportifs. Et les sportifs sur une semaine en juin, et généralement c'était vraiment des belles rencontres et des beaux moments. Mais effectivement, pendant 4 ans, donc toute la durée du master qui était dédoublée du coup, j'étais à distance depuis Paris. Voilà. Mhm. Comment tu as sélectionné, enfin, tu as choisi déjà la filière management, commerce, business, et pas ingénierie par exemple. Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dedans et pourquoi tu as sélectionné cette école-là et pas une autre? Je pense que le côté, alors déjà Grenoble, donc j'aime Grenoble École de Management proposer un parcours pour les sportifs de haut niveau intégralement à distance. Donc déjà Mm. ça, c'était un vrai plus. J'ai senti aussi quand j'ai eu le premier entretien avec la personne, la responsable du programme, je sentais vraiment une flexibilité. Alors bien Mm. sûr, il y avait cette rigueur quand même de boulot, mais bon, voilà, moi, j'avais pas de problème d'organisation et de rigueur, d'exigence là-dessus. Et je sentais qu'il y avait quand même une souplesse, tu vois, au niveau de la compréhension autour de notre vie. Et donc ça, c'est aussi
pour cette raison que j'ai choisi Grenoble. Et puis, Grenoble, ça me permettait aussi de rentrer un petit peu chez moi, au Mhm. moins en tout cas en l'espace d'une semaine en juin. Et ouais, cet attachement que j'ai toujours voulu avoir avec ma région, avec mes origines, bah, ça a joué, je pense, forcément, ça a pesé dans Mhm. la balance. Et puis, qu'est-ce qu'on... Je ne sais plus ta question. J'ai répondu. C'est très Mais- bravo. Ouais, Pourquoi ok. cette Ah, école-là? Pourquoi oui, alors si la question dans la question c'était pourquoi le commerce et pas ah autre oui, chose, ce pas une autre secteur. ouais, pas voilà. C'est correspond à ton tempérament, c'est par défaut. Et bah écoute, je vais être honnête, je pense que c'est parce que ma sœur a fait une école de commerce et que je me suis dit, bon bah je vais faire ça. Je vais faire ça, tu vois. En fait, c'est aussi parce que tu as cet aspect très général en école de commerce où tu peux un peu piocher partout. Mhm. Voilà, tu as de la finance, tu as du management, tu as du marketing, tu as de l'événementiel, tu as plein de choses et tu peux faire le tri en tout cas sur ce qui t'inspire le plus. Moi, j'ai jamais été une nana des chiffres, jamais une nana de la compta, finance et tout. Vraiment, c'est pas du tout mon truc. Et du coup, je me suis ouais, plus amusée, en tout cas, dans la com, dans l'événementiel, tout ce qui est créa, quoi. Mhm. Ça a toujours été mon truc. Ouais. Ça a toujours été, et ça s'est révélé être encore plus vrai quand tu as vu, bah justement, dans cette filière généraliste, tu fais tes choix. Donc, une fois chez GEM, tu peux te spécialiser un peu plus, tu as pu t'exprimer un peu plus sur certaines filières, non, parce que tu es une filière généraliste, mais plus sur justement le marketing, la communication et compagnie. Comment ça se passe Ouais, d'ailleurs? Comment tu peux sélectionner? Raconte-nous un petit peu ça pour ceux qui s'interrogent d'ailleurs. Tiens, j'ai eu mon bac ou je vais l'avoir. Qu'est-ce que je veux, si je vois bien la filière généraliste, mais bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe en école de co? C'est quoi le truc? alors bah là, du coup, en école de co pour sportifs de haut niveau, hein, parce que Mhm, là, c'est mhm. Pour pas du sportif de haut tout, ça niveau, ouais. n'a, Mhm. voilà, pour sportifs de haut niveau, Ouais. ce cursus-là, donc que j'ai suivi via GEM, c'est pour le bac plus 5 donc le niveau master. Et en niveau master, alors moi, alors peut-être que ça a changé. Attention, il faudra regarder Mhm. sur leur site. Hein, faut voir si le programme a évolué depuis 2018, puisque du coup, moi, je l'ai eu en 2018. Mais en tout cas, de 2014 à 2018, on n'avait pas d'option. C'est-à-dire que c'était une filière, c'était un tronc commun et un tronc commun. Il n'y avait pas, il y avait pas d'option possible. Alors après, Mhm. il y avait, enfin voilà, comme tu dis, j'aspirais à être plus, ouais, plus inspiré et plus Dans la investi dans créativité. ouais, dans Mhm. certaines matières. Moi, Mhm. l'événementiel, Mhm. ça m'a beaucoup ouais, attiré. Enfin, ça a attiré mon attention par l'aspect Mhm. créa, l'aspect vivante, c'est multitâche, penser à plein de choses et tout, pour qu'il y ait un bel événement qui se fasse. L'esthétisme aussi, tu sais, il y a plein de choses en fait dans Mhm. l'événementiel que j'ai bien aimé. Ouais, tu emploies les mêmes mots que dans ton Mais ouais, sport, quoi. Quand tu parles du ouais, sport, l'esthétisme, la créativité, voilà, s'exprimer aussi. exactement. Donc, bah, oui, il y a une certaine logique entre ton sport, la façon dont tu le pratiques, et puis bah, tes études, la façon dont tu les appréhendes aussi. Quand tu as eu ton diplôme, après, ça t'a libéré peut-être plus de temps pour pouvoir préparer Tokyo à l'époque. Euh, Ouais. Question d'ailleurs, le fait de ne plus avoir les études à ce moment-là, alors oui, ok, on va pouvoir se concentrer plus sur sa préparation sportive, être plus focus, comme on dit, mais souvent aussi, est-ce que il n'y a pas, tu sais, la nature ayant horreur du vide, bah, une forme de, je ralentis un peu le rythme et je suis moins en tension, moins. Non, c'était quoi cette période-là pour toi? Alors, voilà, ça a été plutôt un avantage d'arrêter les études pour te concentrer et d'être dans la pêche, ou à l'inverse, bah tiens, moi j'ai souvent entendu ça, on me disait, bah non, en fait, le fait d'avoir ça en moins, je me suis ralenti, je me suis ramolli et j'étais moins bon. C'était quoi ton cas, toi? Alors, alors moi, ça a été ni l'un ni l'autre, Mhm. mais ça a été un désastre parce que je vais te dire ouais parce que alors peut-être que si je m'étais qualifiée au jeu, peut-être que j'aurais dit ouais c'était génial, vraiment Mhm. hyper aligné tout ça par rapport à parce que j'avais prévu en vérité la fin de mon diplôme bah, pour que je sois peinard pour la qualif des Jeux Olympiques, Mhm. c'est-à-dire bah, de 2019 à 2020. J'allais avoir une saison tranquillou sans avoir à penser à Mhm. justement à mes cours, à rendre, à mes partiels à préparer, etc.
Et en fait, moi, enfin, un désastre, c'est vraiment un mot fort parce que j'ai vécu des super moments sur le terrain avec ma partenaire. Mais bon, en fait, le fait de dédier, euh, franchement, je dis 100%, mais c'est même 200% de ton énergie à ta discipline, à une seule chose. Bah, en fait, il se trouve que quand ça marche pas, bah, ton monde s'écroule, ton monde, Mhm. bah, il y a rien autour, en fait, et t'as rien à quoi te raccrocher, t'as rien à quoi tu vois, ton cerveau, il est vraiment musclé que pour la performance bad, que pour gagner, que pour gérer une planif de compète, telle compète, c'est laquelle est la mieux, tel truc, machin. Et t'es toujours dans une logique où tu penses que bad. Et putain, quand ça va pas, bah, en fait, t'as Mhm. rien à quoi te raccrocher. Tu vois, à ce moment-là, si tu me posais la question, oui, c'est quoi, t'aimes faire quoi en dehors du bad? Je t'aurais dit, je pense que je serais restée pendant une demi-heure comme ça, sans savoir quoi dire, parce que en fait, j'avais que ça, quoi, tu vois, à ce moment-là. Mhm. Et du coup, là où je dis que c'est un désastre, même si c'est un mot un peu fort, bah, c'est que du coup, mon corps, il m'a envoyé plein de messages que j'ai jamais écoutés, quoi. C'est, je me fracasse le corps parce que je veux aller dans la gagne. Alors forcément, en plus, c'est un objectif hyper fort de qualif olympique pour Tokyo et tu veux bien faire, tu veux performer, tu fais plein de compètes, tu fais un maximum enfin, de préparation autour de certaines compètes, donc ton cerveau il débranche jamais du Mhm. bad et en fait moi mon corps il m'a envoyé plein de messages et à l'heure actuelle vraiment j'aurais dû l'écouter quoi parce que je me suis esquintée quoi physiquement. Le genou, c'est venu après pourtant. C'est après, c'est venu Donc après là, pourtant. c'était un signal ultra fort, mais c'était quoi pour toi si le corps il te parlait, hein, tu penses à quoi par exemple? Bah, je pense à un œdème osseux au cervical Mhm. sans avoir fait ni de torsion, ni de choc, ni d'à-coup fort, un œdème et un limite de fracture, quoi. Enfin, Mhm. tu te dis, mais je me suis pas mis de coup, il n'y a pas eu de mouvement Mhm. brutal à ce niveau-là. J'avais des lésions musculaires à répétition au niveau des adducteurs, des ischios. J'avais une aponevrosite plantaire affreux, franchement, à pas pouvoir me lever correctement du lit. Mhm. Au Japon, j'arrivais pas à me lever du lit, quoi. Je pouvais pas marcher correctement. Donc tu meubles avec ce que tu peux, tu prends des anti-inf. Non, c'est pas bon. C'est pas Mhm. sain du tout, du Mhm. tout. Donc non, avec du recul, j'aurais fait autrement, c'est sûr. Ouais, ok. Mais c'est fait, comme tu dis, ça fait partie de Ouais, l'expérimentation. Donc tu passes à côté de la qualif pour Tokyo? ouais, en fait, en gros, on termine avec ma partenaire, on est à peu près top 30 et c'est les 20 premières qui partent, quoi. Donc on est à Mhm. 10 places, c'est pas beaucoup et en même temps c'est beaucoup. À partir du top 30, ça s'intensifie beaucoup. Et ouais, on se qualifie pas, quoi. On se qualifie pas. C'est triste parce que tu investis énormément d'énergie. Et là, pour le coup, je dirais même plus cognitif. C'est même plus dans la tête que tu morfles parce que tu investis, tu remets en question constamment des choses quand tu perds d'une compète à l'autre. Tu remets tout repart à zéro d'une compète à l'autre, quoi. Et tout prend une ampleur, tout est exacerbé, je trouve, sur ces années-là en termes d'émotion, en termes de planif, de plein de choses en fait. Et donc ouais, effectivement, on se qualifie pas et c'est comme ça, c'est la life. C'est la life. Mais alors, je fais un saut de puce là. On se retrouve presque aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a la qualif pour Paris. Bon, t'as évoqué les blessures tout à l'heure. Là, au jour d'aujourd'hui, Paris sous le pif. Ouais, sous le pif, ouais, complet, sous le cornichon même. Euh, non, ouais. En fait, la blessure de la dernière blessure a fait que effectivement ça m'a mis dans une position vraiment défavorable pour tenter cette qualification-là. Parce Mhm. qu'en badminton, ce qu'il faut savoir, c'est que comment tu te qualifies au jeu, c'est tu charbonnes pendant un an, donc de mai. Alors pour Mhm. le
si on parle des Jeux Olympiques de Paris, de mai 2023 à mai 2024, Mhm. tu charbonnes, tu fais un maximum de compétitions, celle dont je parlais au début dans le circuit international qui compte pour la qualification olympique. Mhm. Et puis, voilà, plus tu gagnes forcément sur des compétitions prestigieuses avec des points importants, bah, plus tu montes au classement et plus tu as de chances de te qualifier. Et c'est les 20, donc les 16, même pas les 20, les 16 meilleures paires mondiales qui sont qualifiées pour les Jeux à la liste du 30 avril 2024. Donc moi, si tu veux, je me suis blessée, reblessée gravement en janvier 2023. Donc, tu vois, avec une qualif qui commençait en mai Mhm. 2023, c'était injouable. Puis d'ailleurs, tu vois, je suis même pas encore revenue sur mon premier tournoi international. On est en février 2024. Donc, tu vois, j'étais vraiment trop, trop, trop juste pour la Mhm. tenter, celle-ci. Ouais. Et malgré tout, t'as toujours ce tempérament, cette envie d'aller de l'avant, et c'est tout à ton honneur, hein. Je suis pas en train de te titiller ou de te chercher ni quoi que ce soit, mais juste pour comprendre, tu vois, même en plus ton environnement, je parle pas de tes parents, mais tiens, les énergies qu'on peut t'envoyer dans ton, t'envoies des doutes, voire même, mais à quoi ça sert, pourquoi tu fais ça, et toi, tu disais tout à l'heure, ouais, mais il n'y a rien qui remplace ces émotions et toujours envie d'aller de l'avant, toujours envie de me réjouir de ces perspectives. C'est comment tu vis ça là en ce moment ou de façon générale et je te repose un peu la question de tout à l'heure, mais ça, excuse-moi de la poser comme ça, c'est un peu brutal, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais, ça vaut grave le coup parce que en fait, c'est aussi une formidable école de la vie, quoi. Mhm. Vraiment, moi, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, où je me dis, ah, putain, j'ai trop bien fait de faire ces choix-là. J'ai trop bien fait de m'accrocher à, tu sais, de croire en moi. Tu vois, pourtant, je suis pas fondamentalement une nana qui ait confiance en elle de ouf, tu vois. Mhm. Mais pour autant, je crois en mes capacités. Je sais pas, c'est vraiment deux choses différentes, même si ça peut paraître pareil. J'ai toujours cru en mes capacités de revenir d'une épreuve, de revenir d'une défaite. J'ai toujours cru en moi là-dessus. Voilà, même si parfois c'est difficile d'en trouver les moyens. Mais ouais, ça vaut hyper grave le coup parce qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai appris tellement de choses sur moi, mais t'imagines même pas. Je suis en train tu vois, d'organiser un magnifique projet depuis des mois autour de justement de cette performance-là, qui n'est plus d'ailleurs la même. Je la définis vraiment différemment Mhm. maintenant. Et pour autant, d'avoir toujours des magnifiques ambitions sur le plan sportif. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup plus raisonné, beaucoup plus posé, beaucoup plus. Et ça a surtout beaucoup plus de sens pour moi, Mhm. au-delà d'une fédération, au-delà tu vois, de toutes les personnes qui peuvent un peu tu vois, te mettre une pression de ouf sur tes performances, tous les acteurs qui peuvent potentiellement te faire un peu dériver de ce que t'es toi, quoi, de ce que t'as envie, de qui t'as Mhm. envie Mhm. d'être. Mhm. Ah, je me suis un peu égarée, mais Non, je comprends, et je te suis moi. Et pour justement aller dans ta logique, on sent bien que c'est finalement la possibilité pour toi de t'exprimer, de vivre finalement le projet au travers de ce sport. Mais ton projet à toi, c'est pas le projet du sport, c'est ton projet à toi. En quoi ça te rend une meilleure, allez, je vais le dire comme ça, tu vois, une meilleure personne, et en quoi tu te révèles toi dans ce parcours-là, même si, bah oui, il faudra avoir des médailles, il faudra avoir des places, il faut avoir des qualifs pour ça, etc. Parce qu'on fait du sport pour se dépasser, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre d'ailleurs là-dedans, justement? bah, en fait, c'est le fait d'être sincèrement au volant de sa voiture. Tu vois, c'est le truc de cette, cette, ouais, cette excitation, cette jouissance de se dire, putain, genre, c'est moi qui est en train de créer ce truc parce que je le fais pour moi, je le fais pour personne d'autre. Et c'est ça que
ça m'a appris ces 2 années là de blessure. Tu vois, depuis octobre 2021, je m'exprime pas, je suis pas dans la lumière. Pourtant, en fait, je suis dans ma lumière à moi parce que personne me voit, hein. Effectivement, je suis dans l'ombre. On pourrait croire que je suis dans l'ombre euh, parce que je suis pas sur les podiums, je suis pas dans les articles de presse, j'ai pas de médaille autour du cou, voilà. Mais pour Mhm. autant, en fait, ceux qui y sont, c'est pas forcément des gens bien. Bon, il y a plein de gens bien. C'est pas forcément des gens bien, mais des gens qui se connaissent profondément et tu vois, et qui avancent dans leur vie, tu vois. Mais après, chacun son truc. Mais Hmm. moi, j'ai été forcée forcément de me regarder dans un miroir ou alors même de sortir de ma merde, tu vois. J'étais comme ça. Enfouie là, comme ça, ensevelie de merde. Et je m'en suis sortie toute seule. J'étais obligée, tu vois. Et du coup, euh, souvent, j'aime bien dire que bah faut vivre des fois des événements hyper brutaux comme ça pour vraiment se Hmm. révéler et se connaître mieux parce que tu es obligé de t'en sortir. C'est toi qui décides en fait. Tu décides de t'en sortir ou pas. Et souvent, la plupart du temps, on décide quand même de s'en sortir. Mais comment en fait? C'est comment et c'est ce comment qui t'as le pourquoi, surtout qui t'est drivé par le pourquoi, mais c'est le comment, moi, qui me fait kiffer aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui comment j'ai réussi à me sortir de cette dépression, de ces moments vraiment inconfortables. Mais de quelle manière, tu vois? Hmm. Quelle facette de ma personnalité j'ai réussi à activer, à mettre en lumière. Et voilà, quoi. En gros, c'est Et ça. tu peux nous... C'est un peu compliqué, hein, les questions que je te pose, mais en même temps, c'est là qu'on va puiser des choses super intéressantes dans ce que tu nous exprimes. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi ou trait de personnalité dans ces moments-là où aujourd'hui tu te dis je suis content que ça me soit arrivé cette boulette ou c'est plus qu'une boulette parce que j'ai découvert ça même si sur le coup je m'en étais pas rendu compte et que ça a été long et que c'était un process pas agréable mais en finalité j'ai découvert ça et comme tu l'as dit tout à l'heure hein, on peut être dans la lumière et pas trop pas rayonner. Et toi, pour le coup, tu es dans l'obscur ou dans le sombre et le down. Et là, pour le coup, c'est là que tu vois une lumière en toi. C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que tu as découvert? Enfin, J'ai découvert, je pense, déjà, j'ai osé avoir une perception de moi, c'est-à-dire que je suis allée en profondeur dans chaque facette de ma personnalité. Et il y en a, tu sais, que t'as pas envie de voir. mhm, Genre, moi, ce que j'avais pas envie de voir, c'est la Léa. Tu sais, qui juge chacun de ses gestes, qui tout le temps constamment à vouloir, tu sais, on y revient souvent dans la perfection, dans l'exigence, dans le truc. Déjà, c'est d'avoir osé, ouais, me confronter avec moi-même. Donc ça, c'est une première chose dont je suis fière. Et après, je dirais la partie de moi qui s'est le plus révélée, c'est celle qui a compris que la quantité dans le haut niveau, c'était plus valable, quoi. Enfin, c'était plus adapté à Léa d'aujourd'hui. Et mhm, que du coup, de vouloir s'entêter à faire des tâches, à être omnubilée par des chiffres, parce que moi, j'étais obligée de respecter des protocoles là, sur ces 2 dernières années, parce que je sors de 2 ligaments croisés. Bah, ligaments croisés, tu as des protocoles à respecter, tu as des ratios à obtenir, tu as un pourcentage de force à regagner, une proprioception, tu mhm, vois, à retrouver aussi, une conscience de ton corps à maîtriser. Enfin, c'est vraiment le ligament croisé. Il faudrait faire un autre podcast vraiment parce que on pourrait y rester des heures tellement que maintenant je suis experte. Mais ouais, en fait, en gros, c'est que aujourd'hui la quantité, ça amène pas forcément à la perf, quoi. Et ça, moi, ça a été et pour ne pas dire le truc, la, ouais, révélation, tu vois, des Et 2 dernières années. si moi je crois savoir le déclic, euh, il y a une histoire de miroir, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, j'ai pas révisé ton talk, mais Euh, ça m'avait quand même foudroyé quand tu avais raconté ça. Je me suis retrouvé face à mon miroir et j'ai vu autre chose que ce que tu dis, qu'en fait, que la quantité, le résultat, la perf et tout. Et
Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, se voir dans le miroir, comment on peut affronter finalement la personne qu'on a vue jusqu'à présent? On se voit dans le miroir tous les jours. Et puis un jour, tu te regardes différemment, tu switches et là, tu rentres dans un autre monde. C'est bizarre ce que je dis pour nos auditeurs, hein, mais comme tu vas nous raconter toi Yeah. ton anecdote, peut-être que ça va résonner autrement. Je dis pas des bêtises, Léa? Non, non, et c'est là que ça me rassure, parce que tu te souviens de mon talk. Mais non, non, mais du coup, effectivement, en fait, je me suis vue dans le miroir, mais du coup en mouvement cette fois-ci, pas dans le miroir le matin, la gueule enfarinée, voilà. Mais je me suis vue, tu vois, en mouvement dans le cadre des séances de yoga et performance. Donc, je parle dans mon talk aussi, forcément, parce que le yoga, ça a été pour moi une révélation aussi euh, dans dans ma performance, euh, ma construction, ma reconstruction physique, émotionnelle, tu vois. Le yoga à l'INSEP, surtout, du coup, les cours que j'ai pu suivre grâce à Armel et Ancelin, qui sont les formateurs là-bas. Euh, et ben, en fait, je me suis vue euh, telle que j'étais. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais une perception complètement erronée de moi-même, alors que c'est hyper simple en fait de se regarder dans un miroir. Et là, c'est juste parce que j'étais en mouvement, il y avait un fond musical. Voilà, Armel, ma coach, m'avait demandé de me mouvoir dans l'espace sans jugement, sans rien prévoir et tout. Et, d'être à l'écoute de mes ressentis ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai exprimé que j'étais en manque de confiance, que je trouvais que j'étais molle et tout, physiquement, c'était pas punchy comme j'avais l'habitude d'être et tout. Et on a fait cet exercice-là, et en fait, c'est vrai que je me suis mise à chialer à la fin parce que j'ai pris le temps de m'observer et d'observer la puissance, tu vois, qui émanait de mon corps quand j'étais en mouvement. Et je me suis dit, putain, j'ai quand même une perception de moi hyper, enfin, Mhm. qui est pas la bonne, quoi. Que moi, j'avais cette illusion de quantité, que c'est jamais assez, que j'ai pas jamais assez de muscles, jamais assez je sais pas, ouais, qu'il y a toujours plus, quoi. Le haut niveau, en gros. Voilà. Mhm. Un peu les idées reçues du haut niveau, toujours plus, toujours plus. Et là, en fait, je me suis observée et j'ai vu que j'étais quand même dure avec moi-même et que voilà, fallait revoir peut-être quand même un peu plus la qualité plutôt que la quantité, quoi. C'est assez classique de le dire comme ça, mais en fait, la révélation, pour le coup, elle est pas juste classique, elle est énorme. Euh, si je caricature, avant, tu avais ton corps qui sortait des trucs, la ponévrosite, les cervicales sortaient de partout. Bon, après, les genoux, on n'en parle même pas. Mais qu'est-ce qui se passe depuis qui a changé dans ta vie par rapport à cet aspect qualitatif ou accepter ces émotions, c'est cette sensorialité que tu nous exprimes? Comment, Ouais. après, justement, je reprends le même mot, mais comment ça s'exprime dans ta vie de tous les jours Et ben, ça et s'exprime. sportive? Ouais, bah, ça s'exprime tout simplement. Alors, la première chose, je dirais que c'est de mettre mon corps en pause. Des fois, tu sais, me mettre mon corps en repos. Mhm. Et le corps en repos, je le mets. Ça veut pas dire comme ça, affaler sur le canapé, rien foutre. C'est pour moi dédier un temps à mon corps qui est différent. Donc, ça peut être aller nager, tu vois, genre vraiment être à l'écoute des sensations. Tu vois, je suis très. Comment on dit, kinesthésique, hein, je crois. C'est ça. Kinesthésique, kinesthésique. Donc le toucher, c'est important pour moi. Tu sais, ressentir l'eau, par exemple, sur la peau. Alors moi, je nage pas, par exemple. C'est pas, c'est un exemple, mais d'aller, ouais, danser ou voir de la danse. Tu sais, être inspiré par le mouvement. De toute façon, il faut bouger. Le mouvement, c'est la vie, hein. C'est vraiment ça le déclic, je dirais, vraiment. C'est Ok, le mais mouvement. tu étais déjà en mouvement avant, j'ai envie de te dire, le sport c'est déjà Oui. le mouvement, mais là tu te mouves différemment? Ouais, en fait, c'est une approche. Après, c'est l'intention, Mhm. c'est ce que tu y mets. Euh,
bah, déjà débrancher un petit peu du badminton et de l'entraînement. Et en fait, c'est juste comprendre que le corps, il sait faire tellement d'autres choses. Ça peut être, quand je dis bouger, ça peut être juste peut-être dessiner aussi. C'est vraiment après. Tu as une intention. Moi, j'ai besoin de créativité. J'ai besoin, Hmm. des fois, je l'explique pas. J'ai besoin quand j'ai besoin de faire un truc, je sais pas, d'aller me balader dans un parc, rien foutre, regarder les feuilles tomber, bah, je le fais et ça, c'est du mouvement pour moi, tu vois. Enfin, c'est juste mettre en action le corps, respirer et différemment. Voilà, c'est faire les choses Hmm. différemment. Parce que tu me diras que oui, je respire aussi sur Internet, mais voilà, c'est l'intention aussi, je trouve, qui est Hmm. primordiale. Bon, bah, alors là, c'est hyper connecté avec un autre podcast. Je fais pas du tout de Ah, connexion pour que les gens aillent écouter l'autre podcast, mais quand même, oui, c'est hyper connecté ce que tu dis avec l'échange que j'ai eu avec Stéphane Janson, qui lui, bah, justement, nous révèle ses pratiques sur la respiration. Alors, quand on dit comme ça, c'est tellement simple de respirer. Oui, mais tout part de ce que tu as dit. Tu l'as dit, hein, d'une inspiration et après d'un souffle, de respirer. Et si on respire de façon automatique sans conscientiser la chose, bah en fait, on se rend pas compte que des fois le souffle s'arrête, que le cœur va palpiter, du coup on va souffler plus vite sans s'en rendre compte. Et puis des fois, si on va vite dans la vie avec le stress et tout, eh bien, on ventile pas bien. Et ça génère après bah, tout un tas de choses au niveau physiologique, bien sûr. corporel, musculaire, etc. Et toi, dans ton... Donc, je fais pas le teasing, mais Stéphane nous donne vraiment plein de techniques et puis aussi le fruit de son expérimentation à lui en tant que sportif de haut niveau, hein, dans le triathlon à la base. Et aujourd'hui, il est bah, un peu comme tu disais, toi tu disais yoga coach, c'est ça, hein, Ouais, à c'est une l'INSEP. ouais, à l'INSEP, ouais. Donc elle est prof de yoga, Armelle, Mhm. et elle est aussi prof de danse. Donc c'est forcément aussi Mhm. c'est pour ça je pense que ça m'a énormément Mhm. parlé parce que elle a cette porte d'entrée aussi où elle nous met en mouvement. Le mouvement, bon, le yoga c'est le mouvement aussi, mais elle a Mhm. cette porte d'entrée qui moi m'a particulièrement touchée parce qu'elle est elle est aussi prof de danse. Ouais. Tu dirais quoi? Donc Une ouais. sensibilité, une façon d'échanger avec toi, Ouais, de prendre conscience de ce que tu es, qui est aussi un corps qui n'est pas juste un corps pour la performance, mais un corps qui est capable de créativité. ah bah, exactement, bah là pour le coup tu as tout dit. C'est aussi d'accepter euh, mon hypersensibilité. Alors accepter, j'aime Mhm. pas, ce qui me faisait chier ce mot, hein. On va se dire accepter, accepter, toujours accepter, vraiment. J'en avais vraiment ras la casquette de ce mot. Donc plus accueillir, moi, accueillir et traverser, ça m'a plus Ah, parlé. mhm. Sinon je m'énervais. Euh, mais du coup, Comme quoi traverser, les mots aussi ont leur importance d'ailleurs, hein, c'est vrai. ah ouais, non mais c'est Mhm. clair. Et du coup, d'accueillir un peu plus mon hypersensibilité, que je Mhm. voyais comme une mauvaise chose, tu vois, comme un frein au Mhm. départ. Donc ouais, elle m'a appris ouais, ouais, à traverser cette hypersensibilité et puis à jouer avec ça et à rire de ça aussi. Parce Mhm. que moi, mon hypersensibilité, c'est aussi, bah, tu sais, les cocktails d'émotions forts, c'est la joie, c'est la bonne humeur, Mhm. c'est les conneries, c'est l'énergie que je peux offrir à un collectif, l'énergie que je puise d'un collectif. Enfin, tu vois, il y a plein. J'ai appris à voir le côté très, très, très positif et formateur d'être hypersensible et hyper émotif, quoi. Voilà, Mhm. grâce au Mhm. yoga. Ouais, cette émotivité dont tu parlais, là, de tout péter la baraque et péter la raquette aussi, là, d'un seul coup. Alors, est-ce que depuis, tu pètes moins de raquettes? La question que les gens se posent. Euh, écoute, oui, bien sûr. Non, je ne casse plus de raquettes Mhm. parce que maintenant, ça s'arrête plus. Enfin, ça ne s'arrête pas simplement casser une raquette. Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai envie d'exploser. J'ai toujours envie d'exploser des raquettes des fois. Mais J'accepte je me l'idée. retiens.
je me retiens parce que, enfin non, je me retiens pas. C'est que juste que ça vient plus naturellement parce Mhm. qu'aujourd'hui, je sais en fait prendre le recul sur la situation qui peut-être m'agace et j'en parle en fait. Tout simplement, j'en parle, j'échange et voilà. Et c'est pas, et tu vois, j'ai 30 ans. Je connais pas toute la vie, hein. Je veux dire, je suis pas au bout de mes peines, je pense, et de mes joies, mais et tu vois, j'ai toujours besoin d'être accompagnée, j'ai toujours besoin aujourd'hui de parler et d'échanger avec les gens. Ça, pour moi, c'est OK de. Enfin, on n'a pas, c'est pas parce que on est sorti d'une galère que ça y est, tu vois, on a tout compris à la vie. La vie, tu vois, j'ai 30 ans, il y a encore des magnifiques années devant moi, mais Mhm. voilà, je vais rencontrer encore certainement des situations inconfortables et je saurais certainement, je pense, mieux les gérer que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu ces dernières années. Mhm. Mais voilà, c'est l'impermanence de la vie, c'est jamais la même chose, ça bouge, T'as dit quoi là? et l'impermanence de la Ah, vie. je le note. L'impermanence. C'est un beau mot, ça. L'impermanence. C'est impermanent, quoi. Ah ouais, Ça non, non, bouge. j'aime bien ce mot-là. On se dit la permanence, maintenant l'impermanence. Ouais, merci. Ah, moi, Cadeau. j'adore ce mot. Ah, ben j'avais jamais entendu. La première fois que j'entends le mot et je trouve il est impeccable ce mot. Impermanence, c'est Et impeccable. ben, alors c'est par contre, c'est pas gratuit, il va falloir qu'on Oui, oui, s'arrange, hein. oui, tu me feras une facture et tout, bien sûr. Attends, Je fais pas ça. On en reparlera aussi parce que j'ai des choses à te proposer pour compenser, voilà. Qu'est-ce qui là au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui alors tu vas avoir passé j'enfonce peut-être un peu un couteau, tu me dis Cyril arrête, hein, mais tu vas voir passer les JO comme ça, après il y a une dynamique pour autre chose, toi, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ta pratique sportive? On voit qu'il y a une évolution, il y a eu des blessures, il y a eu des chaos, etc. Tu trouves un autre sens dans l'expression de ton art, j'allais dire discipline, on va dire de ton art, et si le sport était un art finalement. C'est quoi les prochains objectifs pour toi et comment tu les déclines? Alors déjà, pour rapidement parler des Jeux Olympiques, je Hmm. vais les commenter, mon cher Cyril, sur Oh, Eurosport. génial! Voilà, donc ça, c'est une belle aussi Le manière pour scoop. moi aussi. C'est une belle manière pour moi aussi d'y participer, voilà, d'avoir l'opportunité Hmm. de m'investir et de prendre part aussi à cette belle fête et de voir ma discipline sous un autre angle. Alors, j'avais déjà eu la chance de les commenter pour Tokyo aussi avec France Télévisions cette fois. Hmm. Et c'était une magnifique expérience. Et là, ce sera avec la belle équipe d'Eurosport. Je suis absolument très excitée à l'idée de vivre cet événement aussi sous cet angle-là. Donc voilà pour les Jeux Olympiques déjà de manière imminente. Et puis après, Ah bah attends, tu t'oublies pas ce que tu allais ouais. me dire, mais je te coupe là-dessus pour la question, tu vois, c'est les sportifs qui pourraient se dire, ah bah la chance, elle commande pour France 2, enfin France Télévisions, elle commande pour Eurosport. Comment on fait comment on fait? Parce que c'est des Ah connaissances, t'as ben, été pistonné, t'as excuse-moi, une c'est GG, et du coup on te voit toi, comment tu fais? bah, le culot, franchement, le culot, moi j'ai de la chance, parce que je suis extravertie aussi. J'ai de la chance, j'ai pas de mal à aller vers les gens. J'ai, je pense que j'ai une énergie et une manière de parler aussi je pense, qui inspire, non, c'est pas le mot, mais qui intéresse, qui intrigue, voilà, j'ai, Hmm. je pense, cette faculté à mettre les gens à l'aise, à me sentir à l'aise et à pas, bien sûr, toujours dans le respect, hein, de la Mhm. relation humaine, mais j'ai pas de mal à aller vers les gens. Donc ça aide énormément, forcément. En Après, c'est une gros, imbrication. ouais, je t'en prie, vas-y, continue. Ouais, non, j'allais dire, après, c'est une imbrication, tu sais, il y a un facteur chance aussi, hein. Non, J'ai alors été non, alors du coup je invitée. te coupe. Non, t'as pas de chance. Tu Ah, provoques la chance. Tu le dis bien, je provoque, je vais voir les gens, je discute et tout. Mais c'est quoi quand il y a un journaliste qui t'interviewe, à la fin de l'interview, tu continues de discuter avec lui. Oh, t'es cool, t'es sympa. Comment ça se passe? Tu vois, concrètement, un truc tout bête, mais tout simple. Mais qu'est-ce qui t'a amené non, en finalement fait, sur Eurosport? Tu connaissais la personne, tu l'avais déjà croisée, tu avais discuté avec elle. le coup de chance, c'est pour ça que je te parle de Hmm, la chance, c'est hmm, que euh,
Oui, non, t'as raison, parce que en fait, j'ai un super copain, Axel Clerget, que tu connais peut-être, un judoka champion olympique, qui je m'entends très très bien, et donc lui, il m'a invité sur un événement des Étoiles du Sport, Mhm. euh, il y a quelques mois, ouais, il y a 6 mois à peu près, Mhm. et j'ai eu la chance de visiter les locaux de Coca-Cola, je suis donc partenaire officiel, partenaire majeur des Jeux Olympiques de Paris. Et donc, on visite les infrastructures, etc. Et puis, voilà, après, il y a des temps d'échange avec bah, Marie-Jo Pérec, qui est aussi fondatrice, entre autres, des Étoiles du Sport. Tu as Mhm. tout plein d'athlètes. Et en fait, j'ai eu de la chance là-dessus parce que Axel m'a invité. Et après, c'est moi qui, effectivement, qui me suis exprimée. Mais c'est aussi parce que bah, Axel, c'est mon pote et que bah, j'ai certainement, voilà, on a créé une relation qui a fait qu'il a eu envie de m'inviter. Donc effectivement, là, je te rejoins parce que bah, c'est certainement moi qui ai créé cette chance. Mais j'ai eu la chance aussi que à ce moment-là, bah, Axel m'ait invité pile poil pour que je puisse ensuite bah, activer des leviers. Et puis en fait, j'ai rencontré donc le fondateur des Étoiles du Sport à ce moment-là, qui m'a réinvité à un autre événement. Et c'est dans le cadre de cet événement-là que j'ai évoqué le fait que bah, j'avais commenté les Jeux de Tokyo sur France TV et que bah, cette année, manque de peau, Mhm. on m'a coiffé sur le poteau. C'est une autre personne qui commente à ma place. Il me dit, mais nous, on a les contacts. Il me dit, moi, j'ai le 06 de la directrice des programmes d'Eurosport, mais prends donc et tout. Et puis je me suis dit, mais c'est génial. Et Alors c'est justement, là, là où comment ça se passe? C'est toi qui appelles ou tu lui dis non, j'ose pas l'appeler, je vais la déranger, puis elle me connaît même pas. Est-ce que tu peux me présenter? Comment c'est la Ah reco, tu non, vois? bah, c'est là où le culot, il intervient, quoi. C'est non, non, je lui ai écrit quand même un mail au départ, hein, parce que faut Mhm. pas non plus être trop intrusive. Mhm. Je lui ai écrit un mail et puis elle me répond, en fait, hein, elle me répond, et puis ça a commencé comme ça, tout Mhm. simplement, hein. C'est moi Mhm. qui ai décidé de contacter. Le culot, je pense pas que ce soit vraiment du culot. Si, j'ai osé lui écrire, voilà. J'ai osé lui écrire un mail et lui écrire un petit SMS de rappel, et on a commencé à échanger comme ça. Ouais. Voilà. Excuse-moi de rentrer dans la technique, mais tu lui dis quoi? Je suis Léa, je suis super cool, je fais pas les JO, je suis triste, j'aimerais bien pouvoir commenter. Non, tu le fais pas comme ça, tu le fais pas en mode rentre dedans, comment tu t'écris les Non, choses? alors, alors rentre dedans. Bah, en fait, je l'enjolive un petit peu dans le cadre dans le cadre d'un mail, hein. Voilà. Mhm. Après, en plus la chance que j'ai eue, c'est que c'est une super nana. C'est une super Mhm. nana. Mhm. On s'est tutoyé très vite. C'est une fan de sport. Euh, qui met à l'aise les gens, donc tout ce que j'aime, franchement. Donc le contact a été hyper facile dans un second temps, mais le Mhm. premier mail que j'ai envoyé, oui, c'est un Mhm. mail formel, c'est un mail qui explique ma situation, que bah, malheureusement je ne participerai pas aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 étant blessée, mais que j'ai de l'expérience en tant que consultante, que j'ai déjà commenté les Jeux Olympiques sur France Mhm. Télévisions, eh bien, il y a 3 années de cela, et que je serais absolument ravie de pouvoir échanger Mhm. avec elle dans le cas où ils avaient besoin, dans le cas où ils projetaient en tout cas de recruter des consultants Mhm. en badminton, quoi. Ouais, Et ça s'est classe. fait très rapidement, ouais. Classe. Donc là, Et comme si les personnes qui t'écoutent, ils peuvent rembobiner. Ah bah tiens, super, je sais pas comment écrire. Bah il y a juste à rembobiner, pas la cassette, hein, et- et c'est la et- moins 15, moins 15, moins 15, moins 15, la petite flèche là pour sur le ouais, podcast, elle est en arrière. Je vous invite peut-être même au passage quand même à aller sur YouTube parce que là on s'enregistre tous les deux pour le podcast, mais ce sera diffusé sur YouTube. Donc ah bah Léa, c'est qui, à quoi elle ressemble et tout, elle est cool, elle est sympa. Puis en plus, elle fait plein de gestes, donc vous pouvez la visionner un petit peu. Bref, mais tiens, je vais faire pas moins 15, mais je vais aller moi jusqu'à au JO d'avant. Là, tu parles que tu étais consultante pour France Télévisions. Mais là, pareil, comment ça s'est passé à ce moment-là? Là, c'est pas Axel, c'est pas non plus Eurosport, c'est pas le mail. C'était pareil, un hasard, tu as eu de la chance là aussi. j'ai failli dire la chance, puis je me suis dit non, je vais me faire taper Il sur va me les doigts par tacler. Cyril.
En fait, là, pour le coup, c'est France Télévisions qui contacte, donc dans le cadre en amont des Jeux Hmm, Olympiques, c'est France Télévisions qui contacte chaque fédération pour dire, voilà, nous sommes en recherche d'un certain nombre de consultants pour tel ou tel mhm, sport, voilà. Et du coup, France TV a bien évidemment contacté ma fédération, la Fédération française de badminton, qui en fait a instantanément pensé à moi pour ce rôle-là, pour ce poste-là. Et je les en remercie parce que c'est grâce à eux pour le coup. Mais encore une fois, bah, c'est effectivement parce que ils croient en moi sur ce côté hmm, spontané, sur ce côté hmm, très ouais, passionné par forcément par ma discipline, mais par le fait de le transmettre d'une manière rigolote, d'une manière ouais, différente peut-être, mhm. mais pourtant les messages passent à chaque fois, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a toqué à ma porte et c'est grâce à eux que j'ai pu commenter, ouais. Je t'ai jamais écouté commenter. Comme tu le sais, j'écoute et je regarde très peu la télé, tout ça, bref. Mais est-ce qu'on t'es un peu la Philippe Candeloro du badminton quand tu commentes, non? J'ai essayé de me mesurer un petit peu parce qu'il Non, y a t'es. des Ah ouais? codes, tu t'imagines C'est bien, vrai, bah, tu te. Ah, tu. D'accord. alors, on m'a dit d'être moi-même. J'aurais dit les gars. Si je suis Accrochez-vous. moi-même, vous allez perdre de l'audience, ça va pas le faire. Non, non, mais en fait, ils m'ont dit, c'est nous, ce qui est super important, c'est que tu transmettes de l'émotion aussi. Donc c'est là où je me suis pas Mhm, donné de limite aussi là-dessus. Par contre, j'ai énormément taffé. Là, c'est pas ok, je suis experte de ma discipline. Mais par contre, il y a un lexique à travailler, parce que pour le coup, mhm, France Télévisions, c'est grand public. Donc, c'est toi, Cyril Blanchard, qui allume ta télé. Il fait Oh, le badminton, oh là là, mais je connais pas ce sport, machin. Et du coup, il faut que Léa Valermo, consultante experte, elle soit capable de capter ton attention et que tu ah, comprennes malgré le fait qu'elle soit experte, tu vois. Donc, ça, mhm, j'ai bossé énormément, je te cache pas. mhm, mhm, J'ai bossé un lexique que j'ai mis sous les yeux selon les styles de coups qu'on a en badminton, de ce qu'on voyait et ben, j'étais en mesure de l'expliquer simplement. Voilà, mais ça, c'est parce que j'ai bossé. Euh, et après que dire de plus? Je sais plus ce que tu m'avais posé comme Bah question, mais je pense que franchement, ça moi répond j'ai la à peu réponse à. près. Tu vois, je suis en train de noter là sur mon calepin comment on devient commentateur sportif, tu vois. Là, tu donnes plein de trucs en fait. C'est tout simple hein, quand on va réécouter ce que tu as dit. Mais pour autant, quand tu l'as jamais fait et que tu n'oses pas déranger les gens, que tu n'oses pas te positionner, mais que tu es sportif et que tu pourrais avoir cette opportunité-là, bah, comment saisir cette opportunité? Voilà, on rembobine, tac, 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 et puis on écoute les 5 10 dernières minutes et on a tout là. Comment on devient commentateur? Non, je me le mets, tu vois, ce sera peut-être l'un de mes posts sur LinkedIn. Comment on devient commentateur TV? Écoutez, suivez Léa, et puis voilà. Donc, évidemment, c'est pas la masterclass de Léa pour être commentateur TV, mais ton expérience, je trouve qu'elle est super intéressante. Ouais, et après, si en plus, on peut faire un parallèle avec Champion de ma vie, parce que au final, c'est un peu pareil pour préparer ce genre enfin, pas préparer, mais de ce genre de métier, parce qu'en final, c'est tu t'adaptes à une cible, Mhm, tu t'organises euh, sur le plan de ton discours, sur le plan de ton élocution, en fonction d'un public cible, même si tu sais mhm, pas mhm, qui t'as en face, mhm, et tu sais pas qui t'as en face non plus à Champion de Manie, enfin, quand tu parles ton talk, mhm, enfin, quand tu proposes ton talk, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, mais pour autant, il y a une base à travailler et ce métier-là, c'est ça pour moi. Eurosport, ce sera légèrement différent parce que mhm, c'est une chaîne payante, donc c'est des personnes mhm. qui font le choix de voir du badminton pour le coup. Donc c'est des Hmm, personnes d'accord. qui ont envie d'avoir Passionné. quand même, qui ont Hmm. envie d'avoir des détails, et donc là, c'est là où bah, peut-être que moi, je m'amuserais un tout petit peu plus entre guillemets, mais je pourrais aller plus dans la profondeur de ma discipline parce que je sais que je parle à des connaisseurs, quoi, entre guillemets. La... Ça me fait tilt quand tu viens de dire ça là tout à l'heure. Je vais raconter l'anecdote. Moi, maintenant, c'est moi qui vais raconter une anecdote en fait, comme quoi souvent.
Comment on fait pour faire ça? Ouais, mais il faut du culot, etc. Alors ouais, il faut du culot, mais un culot, en fait, je vais raconter comment tu m'as contacté moi la première fois. Alors, je sais plus si c'était sur un Instagram ou LinkedIn ou que sais-je, mais tu sais qu'à un moment donné, j'ai reçu un mail, enfin, je sais plus en fait, je crois que c'est LinkedIn. Bonjour. Non, Ah, tu sais mieux que moi, vas-y, ouais, raconte le truc, là, puis après je fais la non, suite, vas-y. moi, pour moi, je t'ai envoyé un SMS, hein. Je crois que je t'ai envoyé un texto, hein. Comment t'as vu LinkedIn, mon c'est tel sûr que alors? non. Comment t'as vu mon tel? Alors, je pense que, puis quand j'ai fouiné, je sais pas, j'ai dû fouiner quelque part, ou par mail. Je t'ai envoyé un mail, peut-être, non? Bon, en fait, je crois qu'il y a un mail, ouais, je crois, de mémoire, je crois qu'il y a un mail ou sur le site, ou C'est un bref. mail. Mais tout, bon, déjà, tu as la curiosité, tu trouves le truc et tu t'envoies un message déjà. Donc, la première chose à faire, c'est, bon, chercher, tu l'as dit, chercher, fouiner, écoute, trouver, toc. Une fois que j'ai trouvé, j'envoie un message, toc, avec mes intentions. Et moi, je reçois ton message, bah, du coup, prise de rendez-vous. Tiens, elle est intéressée sur Champion de ma vie, prenons rendez-vous, je réponds à ses questions. Et en général, la suite après, c'est ah ouais, super, trop bien le contenu, mais ça prend du temps, j'ai pas forcément le temps. Oui, mais bah, ça prend des sous et j'ai pas forcément les sous. Et alors, toi, c'est tout de suite en mode j'ai un objectif, je trouve les solutions, je mets en place un plan d'action et ça ira bien, quoi. Et on verra en Ah allant, bah oui. toi. Je me souviens même que tu avais démarré le programme, non, mais c'est pas grave, j'investis, mon temps, alors ça va être serré parce que je suis pas sûr, il faut que ce soit plus court. 3 mois, ah Cyril, 3 mois, ça va être chaud parce qu'après j'ai ma reprise et tout. Moi, par contre, j'ai une fenêtre là, c'est ma récup. Sur un mois et demi, ça va être top. Hop, t'inquiète pas, Léa, on va pouvoir s'adapter. Donc, ça, c'est le côté win-win. Je trouvais très intéressant ton côté spontané. Alors, je reprends tes mots évidemment, mais c'est tellement vrai. Et puis, l'envie de vouloir en être, de faire le truc. Et après, du coup, bah, forcément, en face, on a envie de t'aider, de faire le truc avec toi. Donc, ça part vraiment de l'envie, tu vois aussi. Et pour l'objection souvent des sportifs, ah ouais, mais ça, alors peu importe le sujet d'ailleurs, hein, l'investir sur du matériel, investir sur un coach, investir sur un prep mental, investir sur des trucs, quand la Fédé le fait pas pour toi ou ta structure le fait pas, bah, souvent les sportifs, enfin, et même pas les sportifs, les gens en général s'arrêtent là. Toi, tu t'arrêtes pas. Non, non, mais c'est bon, je fais et tout, et je trouverai les solutions. Ah ouais, culotté quand même. Et puis bah oui, t'as investi et après tu m'as dit bah tiens Cyril, on a démarré là maintenant, peut-être t'as besoin quand même d'une facture, d'avoir une signature, de feuille de présence, etc. Et puis je vais voir avec ma Fédé, une fois de plus peut-être au culot, parce que t'avais pas dit au départ, ta Fédé, vas-y on investit, enfin t'as un cachet et puis nos limites, fais des formations, fais tout ce que tu veux. Mais toi finalement t'avais tellement tu vas le redire avec tes mots, mais moi j'ai senti de l'envie, une détermination, trouver des solutions plus que voir des problèmes. Et puis à la fin, bah, tu as fait la formation. Alors en plus, allez, au bout de l'histoire, je te le dis, Léa, hein, je le dis en témoin devant tous ceux qui ont écouté le podcast, tu es celle qui a été le plus vite et qui a été la plus efficace parce que tu avais voilà, cette envie, cette détermination et ce mode plan d'action. Et tu as sorti un. Mais j'étais mais sur le 1 quand tu m'as envoyé le truc au bout d'un mois et demi. Mais c'est dingue, le truc que tu m'as envoyé, c'était puissant. Il y avait du fond et c'était rigolo, évidemment. Et puis là, j'arrête le truc parce que en plus, c'est moi, l'introduction que tu fais sur ta conférence, je la rembobine aussi. Elle a vraiment dit ça? Mais oui, elle a dit ça. On dira pas quoi. Gardons le truc là-dessus. Mais ouais, elle parle vraiment de ça. Ok, je me suis pas trompé. J'ai bien entendu. Voilà, donc en fait, ouais, c'est comme quoi quand on veut quelque chose, on l'obtient. Et finalement, avec moi, je remettrai les mots que j'ai dit, tu vois, de l'envie, de la détermination, un plan d'action, quoi. Voilà. Comment tu le dirais, toi, finalement, que ce soit commentateur sportif, que ce soit speaker, que ce soit peu importe dans la vie, ce serait quoi les 3 conseils que tu donnes aux gens pour y arriver, quoi, pour réussir, et même s'il y a des barrières? Bah, c'est hyper con, mais c'est d'être soi-même. Parce que moi, à aucun moment, je joue un rôle, en fait. Mhm. C'est à aucun moment, je... Et d'ailleurs, ça se verrait. Enfin, tu l'as... Et d'ailleurs, c'est même un de tes précieux conseils que j'ai pris. C'est ça va se voir si tu joues un rôle, en fait, Léa, dans ton talk. Et là, en fait, moi, dans toutes les opportunités que je saisis, bah, je suis moi-même, en fait. Je suis moi-même et je pense que l'énergie, elle est captée. Et c'est certainement pour ça que j'arrive à, à m'ouvrir des portes, à me créer des opportunités et tout. Après, pour revenir sur le moment où je t'ai contacté, j'ai aussi su que c'était bon pour moi à ce moment-là. C'est que peu importe effectivement le financement, si j'allais le trouver, le temps si j'allais le trouver, en fait, j'allais faire en sorte que ça se passe, en fait. C'est parce que c'est moi qui... Ça, c'est mon côté un peu... alors, à la fois borné et à la
la fois artiste incompris, tu sais. Bah, en fait, quand j'ai envie d'un truc, parfois, j'arrive pas à l'expliquer, mais je sais que c'est bon pour moi et je sais que je vais pouvoir m'exprimer librement, sans barrière. Voilà. Donc ça, en fait, cette formation, je sais que c'était bon pour moi, c'était le bon moment, parce que j'allais pouvoir avoir ce champ d'expression dont j'avais besoin à ce moment-là. Et que du coup, ouais, après, c'est le côté borné pour le timing plutôt, je dirais, pour le côté, ben, je veux arriver à rentrer cette formation dans le temps imparti. Et ouais, bah après, j'ai bossé, quoi. Après, c'est le boulot, hein. C'est être soi-même et c'est le boulot. Et souviens-toi, quand j'ai fait le talk pour la première fois avec Jamel et toi, bah moi j'attendais le talk de Jamel et puis bah non monsieur il avait pas fait. Bah en fait non en fait faut bosser quand on annonce quelque chose et ben on y va et on sort un machin quoi. Et ça peut être de la merde, ça peut être pas qualitatif et tout, mais par Ah, contre on sort le truc quoi. On ah, ah, reste. intéressant. Ouais, Intéressant. Ouais. pour moi, c'était impensable de rien avoir à vous raconter ce moment, parce qu'on avait fixé une date, en fait. Hmm. Et voilà, tu t'organises autour de Ouais. ça, quoi. Ouais, tu te fixes une. Alors, ça, je retranscris dans la vie, hein, pour les projets. Quand on est en mode projet, bon, être soi-même, s'assurer que c'est bon pour soi. Je vais m'exprimer sans barrière, enfin m'exprimer mon potentiel en tout cas, bosser, bûcher avec une deadline. Et à ce moment-là, que ce soit bon, pas bon, ce que je vais restituer, je restitue quand même quelque chose. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, tu vois, et d'ailleurs, ça nous ramène à toi, quelques années en arrière, la perfection, tu vois, sortir, être parfait, sortir un truc bien ficelé, tac, etc. Et puis bah, la nouvelle Léa, c'est même si c'est pas parfait, délivre. Bah, ouais. Bah ouais, et puis c'est aussi, je pense qu'il y a une histoire de respect aussi. Je pense des gens qui sont parce que là, effectivement, j'ai fait ça pour moi, mais tu m'as accompagné. Jamel, on avait bossé ensemble aussi. C'est le respect de la disponibilité des gens aussi. Tu vois, il y Ouais. a... La dynamique Ah de bah groupe, ça ouais, aussi, c'est le truc, bah bien sûr, témoin de bah confiance, tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, bon, à toi évidemment en premier lieu, bien sûr. mais après la dynamique de groupe te permet aussi toi d'aller encore plus loin et de te transcender, même s'il y a des barrières, quoi, c'est ça le truc, quoi. Exactement, Mhm. exactement. Bah moi, je le cache pas et je le dis même dans mon talk. Je dis que je tire énormément mon énergie du groupe et du collectif. Et c'est vrai parce que à partir du moment où j'ai su qu'il y avait des travaux de groupe, alors ponctuellement, il y avait tu sais, un étudiant, j'ai perdu son nom, mais un étudiant d'une fac de droit qui nous a rejoint aussi. Bah, c'était, tu vois, en fait, quand tu as des personnes Mhm. qui prennent part au truc aussi, bah, faut respecter, tu vois. Il y a Mhm. tout le monde investit tout le monde prend du temps pour prendre ce rendez-vous. Bah, quand on y est, voilà, il y a quelque chose qui doit être Mhm. travaillé un minimum, mais en tout cas, quand tu es investi dans ce projet-là, quand il Mhm. t'inspire pas, ouais. Bon, voilà, c'est une autre histoire, Ouais, quoi. ça, tu avais bien identifié le truc dès le départ, c'est bon, je dois en être. Après, j'y suis, je vais au bout, je mets ma deadline, je bosse et même moi j'aime bien le truc, tu vois. Enfin, ça me parle à moi. Je sais pas pour les personnes hein, qui écoutent, mais on a souvent aussi un peu ce tropisme de vouloir toujours faire mieux et puis finalement on délivre jamais, on sort jamais le truc parce que on sait que ça peut toujours s'améliorer et en exigeant avec soi-même. Donc ça c'est bien d'avoir à un moment donné ce lâcher prise et cette possibilité de s'exprimer, même si c'est pas tout à fait ficelé, mais au moins c'est soi, c'est authentique et c'est cool. Bah écoute, moi j'aime, ouais, c'est chouette parce que au travers de ce que tu nous racontes, de ce que tu enseignes et puis bah, de ce que tu vas partager demain à la télé ou sur les réseaux, en tout cas pendant les JO, je pense que ce que tu nous dis là, en fait, finalement, peut éclairer, aider, je sais pas, mais en tout cas éclairer des gens et puis finalement, bah c'est pas grave quoi. Je fais pas les JO, mais je suis là, je suis super content d'être avec vous d'ailleurs et je m'exprime encore mieux d'une autre façon. Euh, j'ai quand même envie de te poser la question là pour l'après JO. T'allais venir d'ailleurs, bah, on y revient. C'est quoi le projet après alors?
Eh ben, le projet, il est imminent parce que Mhm. c'est rigolo qu'on fasse le podcast aujourd'hui. J'ai pris la décision en commun avec mon compagnon qui est aussi mon partenaire de jeu, Julien. Je Donc il y a savais pas. une double. Je savais pas, je te l'ai Non, pas dit. non, non, mais je Bon rentre pas alors. non plus dans l'intimité, attention. Maintenant, Ah, oh bon. vous êtes tous dans l'intimité de Léa, Julien et Léa. Julien, vous faites le binôme sur le terrain. Exactement, ouais, D'accord. exactement. Et dans la vie aussi. Et du coup, Mhm. bon, on est un peu Chouette. pareil, hein, il est pas, c'est le même que moi au masculin en termes de d'énergie, si tu veux voir un peu Génial. le truc. Et du coup, ouais, ce projet-là, en fait, ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus. Mhm. En fait, on a fait un choix fort, effectivement, et on en est très fiers de quitter la structure de l'INSEP, la structure un petit peu Mhm. référente Mhm. en tant que sportif de haut niveau. Moi, ça fait 11 ans que je suis à l'INSEP Mhm. et Julien 9 ans. Et en fait, on a eu ce besoin de changement pour énormément de raisons. Je pense que c'est pas forcément, ou tu me diras, hein, mais si c'est forcément intéressant d'évoquer toutes les raisons. Mais ce besoin d'être encore plus pilote de son projet, Mhm. se créer son équipe en qui on a profondément confiance et et qui veut profondément notre réussite aussi, Mhm. qui reconnaît notre travail, qui nous connaît, qui fait la démarche de nous connaître. Et ça a une valeur. Enfin, ouais, c'est hyper important à nos yeux aujourd'hui, à tous les deux, particulièrement à moi qui ai vécu un petit peu, bah voilà, dans l'ombre, hein, Mhm. depuis 2 ans. Et ouais, ce projet-là, il est de sortir de la structure fédérale pour aller vivre une autre aventure. Alors, c'est pas bien loin, c'est à Issy-les-Moulineaux, mais c'est dans une autre structure de performance, enfin, une autre infrastructure d'entraînement Mhm. de haut niveau. Voilà. Ok, d'accord. Non, je rentre pas forcément dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir votre écosystème de la performance à vous et pas celui qu'on vous. Bah, mais quand bien même il est bon, hein, l'INSEP, c'est une super Bien structure sûr, quand même, hein, mais il peut ne pas correspondre à toi aussi, tes aspirations, ton expression. Bah tiens, on y revient à ton expression. Euh, je pense à Mathieu Thomas, moi, que j'ai accompagné aussi, comme toi d'ailleurs, et qui lui aussi est dans cette dynamique de pouvoir créer son propre projet. C'est pas en parallèle ou indépendamment, c'est je crée un projet parce que c'est mon entreprise finalement. C'est une belle entreprise que j'ai envie de mener avec tous les gens qui vont me driver, qui vont me piloter et puis que je vais emmener avec moi dans ce projet de développement personnel qui a les JO qui est pas bon. S'il y a les JO, c'est quand même mieux parce que c'est un rêve pour beaucoup de gens. Toi, d'ailleurs, c'est votre perspective à tous les deux de se dire bah tiens, il y aura les prochains JO ou non, c'est juste pour pouvoir être votre meilleure version de vous deux dans le circuit. c'est celle-là. C'est celle-là. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques dans la vie. C'est pas forcément Mm. un, comment on dit en français, achievement, genre Ouais, un accomplissement. un accomplissement, Mhm. merci. Accomplissement forcément qu'on a nous tous les deux avec Julien. Par contre, Mhm. on a un bel objectif sur lequel on travaille à court moyen terme, ce qui est de gagner cette médaille européenne en avril 2025. Mhm. Ça nous laisse du temps pour travailler, pour moi pour revenir avec les blessures aussi. Donc c'est éminent, ce projet, il voit le jour dans la semaine prochaine, hein. Donc voilà, et ce bel objectif, on est persuadé de pouvoir le remplir. Et je peux te dire que si en avril 2025, tu me vois sur la boîte avec ma médaille autour du cou, aïe aïe aïe, Po, po, po. aïe aïe aïe, là ce Alors serait vraiment je magnifique, vais faire vraiment. un truc, je prends un témoin de tout le monde, de ceux qui écoutent en tout cas. Si je peux vous aider tous les deux, ma contribution personnelle dans votre projet avec grand plaisir. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, moi quand j'avais préparé mon Enduroman en 2015, je le préparais, en 2016 je l'ai fait, en fait j'avais une difficulté à me projeter, à visualiser, à m'imaginer. Pas à finir l'épreuve parce que ça m'animait vraiment de finir ce truc de fou. Donc ce triathlon entre Londres et Paris. Et puis en fait, il y a à un moment donné quelqu'un qui m'a fait visualiser et croire, parce que lui il croyait, euh, à l'accomplissement, l'achievement, qui était de battre le record du monde. Et au travers de lui,
je me suis mis à y rêver à ça, à y croire et à le voir et à tellement le vivre à l'intérieur, donc le visualiser de l'intérieur, donc avec un travail de préparation mentale pour le coup, et la prophétie s'est réalisée. J'étais condamné à réussir comme il avait dit, et j'avais pas fait un coup de po, mais bon, c'était dans l'idée, c'était s'il croit en moi, je veux toutes les techniques, je vais écouter, je vais croire à tout ça et je vais y aller, tu vois. Donc aujourd'hui, oui, ça m'anime énormément moi de pouvoir aider les gens à accomplir leurs rêves. Voilà, donc champion de ma vie incarne un petit peu cette idée-là. Mais si je peux vous aider, toi et Julien, dans votre projet, tu sais pouvoir compter sur moi avec Julien. Je le dis comme ça, c'est fait. Merci, ouais, ouais, merci beaucoup. C'est voilà, la puissance de la visualisation, Mm, la puissance du cerveau. Ouais, effectivement, ça me parle tout ça. mm, mm. Donc ouais, pourquoi pas, franchement, avec plaisir. Bah, moi, c'est pas que c'est un choix de ne pas intervenir à l'INSEP, mais bon, je cours pas forcément après les structures. Mais voilà, je te dis comme ça, allez, on va pas s'éterniser là-dessus, mais ce sera avec grand plaisir en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre pour la suite? Premièrement, et puis deuxièmement, comment on peut suivre ce beau projet que tu viens de nous partager avec Julien? Comment on vous suit tous les deux sur les réseaux? Comment on peut échanger avec vous si on veut t'envoyer un email ou autre? Et ben sur Instagram, je suis assez, Hmm. je dirais, alors j'avais fait le choix de vraiment prendre du recul sur ces réseaux Mhm, après ma deuxième blessure. Ça m'a fait mhm, beaucoup de bien. J'ai mhm, pris du recul sur ce qu'on y trouvait, ce qu'on y mettait. Voilà. Sur Instagram, j'y suis retournée parce que bah, moi, je mets que du contenu qui me ressemble. Et vous me verrez, voilà, nature peinture sur ma page Instagram et je retransmettrai quand j'en aurai la chance et l'opportunité bah, tous mes résultats et vous pourrez me suivre voilà, sur cette page-là à partir du moment où je reprendrai la compétition. mhm. Et ce qu'on peut me souhaiter, franchement, du kiff, quoi. Enfin, du kiff que je mette de côté toujours mon côté exigence, jugement aussi de tout plein de choses, hein, ça englobe tout plein de choses parce que voilà, c'est pas on claque d'un doigt Mhm, et tout mhm, ça, ça s'envole, ça reste mhm, en nous aussi mhm, et de juste kiffer en fait, de kiffer, d'être fier de ma résilience, de mon courage, d'être fier euh, ouais, de ce courage d'avoir quitté une structure fédérale, un gros centre d'entraînement et de performance pour aller me créer le mien, la mienne, ma propre performance, redéfinir tout ça autour de l'entraînement, autour de comment je vois l'équilibre dans ma semaine. Et ouais, juste de me souhaiter de kiffer être dans cette nouvelle vie-là et voilà, j'espère que ça amènera effectivement des belles choses sur les terrains de bad et en dehors. Comme chantait Grégory Le Marchal, écrit l'histoire, etc. Écris l'histoire, ouais, exactement. Je ne chanterai pas. Moi non plus. Léa, je te remercie infiniment pour cet échange et je te souhaite plein de succès, en tout cas d'expression avec ce que tu viens de nous exposer. Un grand kiff, comme tu le dis, avec Julien Ouais, et puis d'aller très loin tous les deux sur la sphère sportive et autres, si affinité. En tout cas, merci pour tout et au plaisir de te retrouver sur scène aussi pour partager ce fameux talk que j'attends avec impatience. merci Cyril. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.